Bonsoir à tout le monde. On va commencer cette conférence débat. Merci à tout le monde. Bienvenue dans cette amphi. Donc, moi, je m'appelle Aurélien Duthier. Je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Je suis ravi de vous accueillir. On vous accueille dans cet amphi. Merci beaucoup à Éric Baudin, qui est le directeur de l'IFPS, qui nous accueille dans ce superbe amphi. Je vais animer avec Dr Miguel Jean, qui est le directeur de l'espace éthique, cette conférence débat. Je vous propose quelques petits mots introductifs très très brefs, et puis très vite je donnerai la parole à nos trois intervenantes de ce soir qui présenteront quelques pistes sur les enjeux qui vont concerner cette soirée. Et puis très très vite, on va être dans un échange, et puis vous pourrez poser à la fois vos questions, vos remarques, vos conceptions. Voilà, on sera dans un échange, et l'idée étant de pouvoir être le plus interactif possible. Quelques petits mots sur le contexte de ce soir, de la soirée de ce soir, puisque l'ensemble des espaces de réflexion éthique régionaux sont mandatés depuis septembre 2022 par le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique. Depuis son avis 139, les espaces régionaux sont mandatés pour réaliser un maximum de temps d'échange, de débats, d'ateliers, de conférences sur la thématique de la fin de vie. Cet avis 139 du CCNE affirmait, je cite, qu'il existait une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions très strictes. Donc depuis cet avis, un certain nombre d'événements ont eu lieu. Là, ce soir, ce sera le 7e événement en lien avec cette thématique dans la région des Pays de la Loire. Et puis, donc, depuis cet avis, l'idée est de pouvoir réaliser un maximum de temps de façon à recueillir la parole, les conceptions, les avis, les questionnements des citoyens, des professionnels sur la possibilité d'un changement de la loi, avec cette idée que les espaces régionaux organisent aussi une synthèse de ces différents temps. Les espaces régionaux sont là pour organiser aussi une synthèse de ces différents événements et puis faire remonter à la fois au CCNE et puis de rendre public ce qui se dit, les enjeux éthiques qui s'expriment autour de ces enjeux aussi importants qu'une possibilité d'un changement de la loi sur une aide active à mourir. Donc, parallèlement à ces initiatives dans les régions, se montent aussi des comités citoyens, CESE, qui sont en train aussi de rendre leur avis. Là, on était sur l'avant-dernière séance depuis quelques jours. Donc, il y a vraiment un ensemble d'événements et puis d'initiatives pour essayer de repérer, d'identifier quelles peuvent être les difficultés, les enjeux, les opportunités à faire changer la loi. Et donc l'objet de ce soir, de cette conférence débat de ce soir, c'est de pouvoir à la fois sensibiliser, apporter des pistes de réflexion, et puis aussi d'entendre vos avis, conceptions, questionnements. Donc je vais donner tout de suite la parole à nos trois intervenantes de ce soir. Donc je les présente rapidement. Donc le docteur Marie Kella, qui est donc médecin à l'unité de soins palliatifs donc de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, qui pourra présenter un état des lieux des enjeux éthiques des professionnels qui travaillent en soins palliatifs. Ensuite, Magali Marionneau, donc, qui est psychologue en foyer de vie et qui pourra présenter quelques éléments, pistes de réflexion autour des directives anticipées. Et puis le docteur Caroline Aignon, qui est donc responsable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de la Vendée, de La Roche-sur-Yon, et qui pourra, dans un premier temps, venir présenter des définitions autour de la notion de sédation, d'euthanasie, de suicide assisté, et qui présentera dans un deuxième temps quelques éléments autour des différentes juridictions dans différents États pour qu'on puisse venir préciser après les questionnements et les enjeux. Voilà, je vais tout de suite donner la parole au docteur Marie Kella, et à l'issue des trois interventions, on pourra être dans un temps d'échange avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc Marie Kella, je suis médecin sur l'équipe mobile et l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de La Roche. Et avant d'aborder les enjeux, je vais vous présenter un petit peu comment se passe la fin de vie actuellement en France. Donc en fait, parler des soins palliatifs, expliquer rapidement en quoi ça consiste. Alors, quand est-ce qu'on parle de soins palliatifs? Qu'est-ce que ça veut dire, être en soins palliatifs? Quand on est confronté à une maladie grave, incurable, où toutes les ressources thérapeutiques pour guérir la maladie sont épuisées,
que la personne se retrouve confrontée à un impact important de la maladie sur sa qualité de vie, avec voilà, des inconforts, une fatigue, un impact sur la vie relationnelle, sociale, professionnelle, etc. Que peuvent émerger des questions face à, voilà, à cette annonce de la non-guérison autour du projet de soins, du projet de vie. Alors je vous ai mis quelques exemples de ce que ça peut être. Mais par exemple, voilà, si je ne vais pas guérir, quels soins, quel traitement est-ce que je suis encore prêt à accepter? Quand je ne pourrai plus m'alimenter, je voudrais qu'on arrête tous mes traitements. Comment être sûr que mon souhait soit respecté? Jusqu'à quand est-ce que je vais pouvoir rester chez moi? Je ne veux pas peser sur mes proches. Voilà, c'est quelques exemples de questionnements qu'on peut rencontrer chez les patients. Et les soins palliatifs, du coup, peuvent être proposés en phase précoce, avancée ou terminale, donc la toute fin de vie. Mais idéalement, mettre en place des soins palliatifs, proposer des soins palliatifs de manière précoce dans l'accompagnement des patients, c'est l'idéal pour pouvoir commencer à leur proposer des ressources avant leur toute fin de vie. Alors, à quoi ça sert du coup les soins palliatifs? Déjà, ça n'est pas plus rien faire du tout, hein. C'est des soins qui sont actifs, continus, coordonnés, qui permettent de soulager les différentes souffrances physiques, psychiques, de soutenir le patient, ses proches face à ce qu'ils rencontrent, les accompagner dans leur vécu, répondre à leurs inquiétudes, recueillir leurs souhaits. Donc ça, c'est vraiment très important par rapport au projet de soins notamment. D'anticiper, puisqu'on sait que la maladie voilà, est grave et qu'elle va évoluer, d'anticiper ce qui peut se passer pour pouvoir réagir correctement quand on y sera confronté et en accord avec les souhaits du patient. Donc préparer et expliquer les ressources adaptées qui existent. C'est réfléchir en collégialité à ce qui est le plus approprié à proposer aux patients. Donc ce n'est pas le médecin qui décide tout seul, c'est vraiment voilà, une discussion, une co-construction avec les patients de ce qui est le plus adapté pour eux, en évitant l'obstination déraisonnable. Et les soins palliatifs, voilà, c'est un droit pour tout le monde depuis la loi de 1999. Alors quelque chose d'important, c'est que voilà, les soins palliatifs, c'est aussi des valeurs de soins que je voulais vous exposer. Tout d'abord, le malade est considéré voilà, comme un être humain vivant jusqu'au bout. Et donc, sa parole, qui il est, ce qui est important pour lui, ce qui a du sens dans sa vie, c'est primordial. Et on va toujours s'attacher à aller le rechercher et à respecter ça. C'est accepter que la mort va arriver, que c'est un processus naturel et qu'à un moment donné, on ne peut plus l'éviter. Et donc, éviter voilà, l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, de proposer des choses qui ne seraient plus utiles au patient, voire délétères, et d'essayer de l'accompagner au mieux vers sa fin de vie. Accompagner un patient jusqu'à son décès, c'est lui donner des soins, le soulager, lui donner un soutien, c'est pas accélérer la fin de vie volontairement. Donc c'est vraiment quelque chose, un positionnement important aussi en soins palliatifs, d'éviter l'acharnement thérapeutique et d'éviter d'accélérer la survenue du décès. Et enfin, évidemment, c'est l'accompagnement des proches en parallèle, l'accompagnement du deuil aussi, font partie de la démarche de soins palliatifs. Alors, le cadre légal actuel, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu donc plusieurs lois, notamment la loi Leonetti en 2005, puis la loi Claes-Leonetti en 2016, pour donner un cadre un peu à l'accompagnement de la fin de vie. Ce qui est important, c'est que toutes les deux, elles définissent et elles s'opposent justement à l'obstination déraisonnable. Donc, elles posent un cadre pour éviter de se retrouver dans ces situations et pour pouvoir limiter ou arrêter les traitements qui seraient déraisonnables et donc qui seraient du maintien, uniquement du maintien en vie ou de la prolongation inutile de la vie. On s'attache à respecter les choix du patient. Et s'il ne peut plus s'exprimer, ces lois ont créé des dispositifs pour recueillir la volonté du patient s'il ne peut plus s'exprimer. Donc c'est la désignation d'une personne de confiance ou la rédaction de directives anticipées. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et enfin, la collégialité dans les décisions médicales. Quand on doit prendre une décision de limiter ou d'arrêter un traitement, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait après avoir recueilli les souhaits du patient, après avoir eu une discussion avec toute une équipe de soins entre plusieurs médecins pour pouvoir vraiment être sûr qu'on propose la solution la plus adaptée, la plus appropriée. Donc les lois, elles garantissent aussi le droit pour tous aux soins palliatifs, au soulagement des souffrances, quoi qu'il arrive.
Et enfin, la loi de 2016 a créé un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui permet, dans les situations où la fin de vie est proche et où la souffrance est insupportable pour le patient et qu'on n'arrive pas à la soulager par d'autres moyens, de pouvoir l'endormir pour éviter la souffrance pour sa toute fin de vie. Alors, où est-ce qu'on peut bénéficier de soins palliatifs? En fait, partout. Donc, ça peut être au domicile, à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux, quel que soit le lieu de vie, en fait, on doit avoir accès à des soins palliatifs. Les soignants doivent être formés, en tout cas sensibilisés aux soins palliatifs, quel que soit leur lieu de travail, d'exercice. Et quand il y a des situations particulièrement complexes ou qu'on a besoin d'un avis extérieur pour réfléchir ou pour décider, on peut faire appel à des équipes ressources, comme les équipes mobiles de soins palliatifs. On peut aussi solliciter l'hospitalisation à domicile, des prises en charge en hospitalisation sur des lits identifiés de soins palliatifs ou en unité de soins palliatifs. Donc toutes ces équipes, c'est des équipes pluridisciplinaires, donc avec des médecins, des infirmières, des psychologues, voilà, qui permettent de venir un peu aider à l'évaluation et à la prise en charge des patients, de proposer des ressources, des conseils thérapeutiques, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches. Donc quel que soit le lieu de vie ou en hospitalisation. Et donc là, je vous ai remis une petite carte pour voir un petit peu quelles sont les ressources sur la Vendée. Donc on a des lits identifiés de soins palliatifs un peu sur tous les centres hospitaliers. Des équipes mobiles de soins palliatifs, il y en a 4 qui balayent le département, et une unité de soins palliatifs donc à La Roche-sur-Yon. Voilà, c'est synthétique, mais après je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Je suis donc Magali Marionneau, je suis psychologue dans un foyer de vie. Alors j'ai aussi une longue expérience en EHPAD, et sur le foyer de vie où j'exerce, en fait, nous avons plusieurs services et également une maison d'accueil spécialisée pour des personnes qui ont des maladies neuro-évolutives, plus spécifiquement la maladie de Huntington. Mais du coup, effectivement, même si on n'est pas effectivement identifié sur des unités ou des lits de soins palliatifs, on accompagne aussi des personnes en fin de vie, donc dans ces établissements-là. Donc, moi, je voulais vous parler plus précisément de la question des directives anticipées. Je me suis intéressée à cette question-là parce qu'effectivement, voilà, c'est un outil de la loi, des lois effectivement de la fin de vie, qui peuvent effectivement permettre de répondre aux attentes des citoyens par rapport à leurs souhaits autour de la fin de vie. C'est un outil qui peut aussi aider les équipes qui accompagnent des personnes en fin de vie, et on se rend compte qu'effectivement c'est un processus qui n'est pas forcément bien connu et du grand public et aussi des équipes. Donc ça nous semblait important de pouvoir en parler, et je trouve que justement ça fait un bon révélateur de toutes ces questions éthiques qui se posent autour de la question de la fin de vie et aussi autour de la mort. Donc les directives anticipées, qu'est-ce que c'est? Donc toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directive anticipée pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Donc ce document, il aidera donc les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne ne peut plus exprimer ses volontés. Donc en cas de maladie grave ou d'accident, ça permet de faire connaître vos souhaits sur votre fin de vie, en particulier sur des points particuliers, comme limiter ou arrêter les traitements en cours, être transféré en réanimation si besoin, être mis sous respiration artificielle, subir une intervention chirurgicale, être soulagé de ses souffrances, même si cela peut mener au décès. Les directives anticipées, elles ont une durée illimitée, mais elles peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Donc c'est un document écrit qui va être manuscrit ou dactylographié, que vous devez donc dater et signer. Il se fait sur papier libre, mais certains établissements de santé fournissent un formulaire. Il peut y avoir effectivement des établissements médico-sociaux qui fournissent un formulaire, et il y a également des modèles qui sont proposés donc par la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé, donc sur les sites dédiés. Donc que l'on soit effectivement en situation de maladie ou non. Donc si vous êtes dans l'incapacité d'écrire, on peut aussi faire appel à 2 témoins, dont la personne de confiance, pour rédiger à votre place. Donc ces personnes doivent attester que ce document est rédigé par l'un d'entre eux ou par un tiers qui exprime bien la volonté de la personne. Elles doivent indiquer donc leur nom, prénom et niveau de relation avec vous. Et leur attestation donc, doit être jointe aux directives anticipées. Donc ce qui est important aussi, c'est vraiment la conservation de ces directives anticipées.
C'est important de faire connaître leur existence et leur lieu de stockage. Où est-ce qu'effectivement on peut retrouver ces directives anticipées? Il faut qu'elles soient facilement accessibles. Ça peut être important d'informer son médecin et ou ses proches. Alors peut-être effectivement ça peut être intéressant de les mettre sur le dossier médical partagé, mais on voit bien effectivement que c'est pareil, c'est un outil qui a du mal un petit peu à vivre encore actuellement. Au niveau des évolutions juridiques par rapport aux directives anticipées, je voulais vous citer tout d'abord la loi du 2 mars 2002, dite loi Kouchner, qui rappelle le principe fondateur du consentement aux soins. Donc, ce principe figurait déjà depuis longtemps dans le Code de la santé, mais là, effectivement, il introduit donc le droit du patient à l'information médicale. Donc, avec cette loi-là, effectivement, on parle de consentement clair, éclairé. C'est important, effectivement, que la personne puisse avoir toutes les informations concernant les éléments de sa santé pour pouvoir, effectivement, prendre une décision. Et donc, il y a le consentement, mais il y a aussi le refus. La personne peut aussi refuser des soins et l'équipe médicale qui l'accompagne est tenue de respecter aussi ce refus de soins. En France, les directives anticipées ont un statut légal depuis la loi donc, du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Donc, elles s'inscrivent donc, dans une évolution du droit du malade qui renforce les droits et l'autonomie des patients. Les directives anticipées ont une validité de 3 ans renouvelable et elles ont une valeur consultative. Et suite à la loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées sont contraignantes pour le médecin, donc, sauf dans 2 situations, on en reparlera, en cas d'urgence vitale et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Et maintenant, elles n'ont plus de date de validité, c'est ce que je vous disais, mais elles restent modifiables si on le souhaite. Donc, associées donc, aux directives anticipées, on a parlé aussi de la personne de confiance. Donc, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, un parent, un proche, un médecin traitant, qui pourra l'accompagner et l'assister dans ses démarches concernant sa santé. Être présent, par exemple, pour les rendez-vous médicaux, ou témoigner de sa volonté auprès de l'équipe médicale dans l'hypothèse où elle ne serait hors d'état de s'exprimer. Là encore, donc, si vous êtes protégé par une mesure de tutelle, vous ne pouvez pas désigner de personne de confiance, mais si elle a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le juge des tutelles peut soit confirmer la mission de cette personne, soit révoquer sa désignation. Et le majeur sous curatelle ou sauvegarde de justice peut, quant à lui, désigner une personne de confiance. C'est important, effectivement, dans les établissements médico-sociaux, on accueille aussi des personnes qui sont sous mesure de protection, donc elles peuvent, elles aussi, désigner une personne de confiance. Donc la personne de confiance, elle est sollicitée. Alors la désignation de la personne de confiance s'effectue par écrit, sur papier libre. Elle est informée, elle accepte, bien évidemment, elle signe le document. Et là aussi, il est possible de changer de personne de confiance. Là encore, on a des modèles aussi qui peuvent être retrouvés sur les sites du gouvernement. La personne de confiance, elle est sollicitée par le corps médical en cas d'impossibilité pour le patient de s'exprimer. Et la personne de confiance, elle va témoigner de la volonté du patient et non la sienne. C'est vraiment le témoignage de ce que souhaitait la personne qu'elle représente en tant que personne de confiance. Donc, si dans une situation particulière, il y a besoin effectivement de recueillir l'avis, les souhaits de la personne, donc on va tout d'abord solliciter la personne si elle est en capacité de s'exprimer. Si elle n'est pas en capacité d'exprimer, on va aller rechercher les directives anticipées, si elles ont été rédigées. Si elles n'ont pas été rédigées, on va s'adresser à la personne de confiance, si elle a été désignée. Et si elle n'a pas été désignée, l'équipe médicale qui accompagne va effectivement se rapprocher de la famille, de l'entourage proche. Là encore, toujours dans l'objectif de recueillir l'avis de la personne concernée. Je vais vous présenter maintenant quelques questions éthiques qui se soulèvent par rapport à ces questions de directives anticipées. Les directives anticipées, elles sont contraignantes, je vous le disais, donc c'est bien le terme directive, sauf donc dans 2 situations dont je vous parlais. Donc en cas d'urgence vitale, et c'est bien logique, effectivement, la première intention, ça va être de sauver une vie. Quand effectivement une personne est en arrêt cardio-respiratoire, et bien, effectivement les pompiers qui interviennent ne vont pas se dire bon, est-ce qu'il y a eu des directives anticipées, on ranime pas. Voilà, la première intention, c'est effectivement sauver la vie. Et dans un second temps, effectivement, on va pouvoir rechercher s'il y a des directives anticipées pour cette personne. Donc c'est bien une question de temporalité, on va réfléchir à quelque chose par anticipation, nous y reviendrons, avec la possibilité que l'on n'en tienne pas compte, du moins dans un premier temps.
Là aussi, donc, l'avis de la personne de confiance pourra être sollicité et la procédure collégiale pourra être mise en place en fonction des situations. Et ça aussi, ça peut prendre du temps donc, dans sa mise en place. Donc on a vraiment cette question de temporalité. Et autre situation, effectivement, où elles peuvent être remises en question, c'est que si les directives anticipées semblent inappropriées, donc il y a là une question effectivement de subjectivité par rapport à l'équipe médicale. Et je voulais vous parler d'une situation récente. En novembre 2022, il y avait un homme qui était de 43 ans qui était dans un coma. Et il avait écrit des directives anticipées pour qu'on le maintienne en vie coûte que coûte. La procédure collégiale a décidé un arrêt de traitement au motif de l'obstination déraisonnable. Donc la famille s'est effectivement manifestée et le Conseil constitutionnel a validé la procédure collégiale. Alors ce qui est intéressant, c'est pour le motif, au motif que ces volontés sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie. Donc effectivement, c'est bien effectivement le propre des directives anticipées, c'est de décider à un moment donné où on n'est pas encore concerné. Donc effectivement, c'est toute la problématique. Mais du coup, effectivement, comme le disait Marie-Kéla, c'est vrai qu'effectivement, on est dans cette question de ne pas être dans l'obstination déraisonnable. C'est ce qui a motivé effectivement au niveau du Conseil constitutionnel. Donc ces directives anticipées, elles sont contraignantes, mais pas opposables. Et puis voilà, l'autre problématique dont on parlait, c'était effectivement cette question d'accessibilité aux directives anticipées, donc d'où l'importance d'informer ses proches qu'elles existent. Je vais vous parler maintenant de la question de rédiger ces directives anticipées quand on est atteint de maladies chroniques. Maladies évolutives, c'est le domaine professionnel qui me concerne en établissement médico-social. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a peu d'élaboration de directives anticipées. Donc c'est un constat dans ma pratique professionnelle, mais qui a été aussi souligné par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, d'anesthésie, réanimation et de gériatrie et gérontologie, lors de leur audition justement au CESE, le 23 janvier dernier. Et c'est bien là la principale difficulté, c'est qu'effectivement, peu de personnes qui pourraient être concernées par la fin de vie rédigent effectivement des directives anticipées. Donc très certainement par méconnaissance de la loi. Et puis ce qu'elles ont pu aussi exprimer, il y a eu un débat qui a été organisé auprès de jeunes adultes handicapés en janvier 2023, donc avec l'espace régional éthique. Et ces jeunes disaient « c'est dur d'en parler, c'est dur d'y penser ». Donc on voit bien un refus de se projeter dans la fin de vie. Et c'est aussi quelque chose que l'on constate nous aussi sur la maison d'accueil qui accompagne des personnes avec des maladies neuroévolutives. On voit bien qu'elles sont effectivement dans la vie jusqu'au bout et que aborder ces questions-là de fin de vie, c'est pas simple. Parfois, effectivement, les jeunes handicapés disaient même on n'est pas concerné en fait. On en reparlera également tout à l'heure. Autre point important, c'est qu'effectivement, les personnes qui accompagnent, les soignants, là aussi, il y a un manque d'information sur ces directives anticipées. C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Donc, alors, directives anticipées et personnes de confiance. Récemment encore, dans un service, des équipes pouvaient effectivement avoir du mal à différencier entre la personne de confiance et le référent familial. Ce n'est pas forcément la même chose. Ça peut être la même personne, mais ce n'est pas forcément la même chose. On a eu aussi la situation d'une personne à qui on a demandé 2 fois, à quelques mois d'intervalle, de rédiger ses directives anticipées. Elle devait subir 2 interventions chirurgicales en l'espace de quelques mois, et à chaque fois, on lui a demandé de rédiger ses directives anticipées. Donc effectivement, elles étaient les premières et pouvaient rester valables tant qu'elles ne les modifiaient pas. Autre question, c'est qui accompagne la rédaction? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le médecin traitant ou coordonnateur? Est-ce que les psychologues? Je sais que j'ai des collègues psychologues qui sont effectivement missionnés dans leur établissement pour travailler la rédaction des directives anticipées avec les personnes. Est-ce que c'est le tuteur avec une autorisation du juge? Est-ce que c'est la famille? Quand aborder aussi la question des directives anticipées? Souvent, effectivement, on pose la question à l'entrée en institution. Avez-vous rédigé des directives anticipées? Oui, non. Mais quand c'est non, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est réabordé après. À quel moment on le fait? Est-ce qu'on peut y penser dans le cadre de l'élaboration du projet personnalisé? Je me souviens quand j'étais encore sur l'EHPAD, on travaillait sur la question des projets d'accompagnement. On n'était pas encore sur les projets personnalisés, on n'était pas encore dans les directives anticipées à l'époque au niveau juridique, et on était plutôt sur la question des dispositions en cas de décès. Donc dans ce cadre-là, de cette élaboration de projet d'accompagnement, c'est quelque chose qu'on abordait avec la personne
et ou avec sa famille. Et une collègue m'avait dit quelques temps après, mais tu sais, la famille, elle a été choquée que tu lui poses cette question. Bon, je pense que la collègue, elle aussi, était choquée que je pose cette question-là. Mais effectivement, voilà, on voit bien que c'est pas si simple que ça pour les équipes d'aborder la question de la mort avec des personnes pourtant qu'on accompagne effectivement pourtant jusqu'au bout et qu'on sait qu'on va les accompagner aussi dans leur mort. Et puis aussi, autre point important par rapport aux directives anticipées, est-ce que ça va être un critère d'évaluation pour les établissements médico-sociaux ? Il y a des directeurs d'établissements qui commencent à dire, on commence à leur demander, en fait, au niveau de leur autorité, combien avez-vous de directives anticipées de signer, en fait, dans votre établissement, en termes de pourcentage ? Alors que c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Donc c'est important, effectivement, que ça ne devienne pas un critère, que l'on informe. Ça, c'est vrai qu'effectivement, on a du travail à faire là-dessus, ça c'est clair, mais effectivement par contre que ça ne devienne pas une injonction en fait pour les personnes qui sont accueillies. Et puis la question en situation de grande vulnérabilité, quand il y a des troubles de communication, des troubles de compréhension, des troubles cognitifs, c'est aussi une perte de chance pour exercer ce droit. Et d'ailleurs le collectif Handicap, qui a également fait une contribution récemment dans le cadre de la fin de vie, invite effectivement à développer la communication alternative et améliorée avec des supports de dessin, par exemple, pour informer les personnes sur le cadre juridique de l'accompagnement de fin de vie et sur le dispositif des directives anticipées notamment. Et puis ça pose aussi la question des capacités d'autonomie et d'autodétermination. Est-on tout le temps effectivement libre de contraintes ? Est-ce qu'il n'y a pas des pressions que ce soit de la famille, des proches, des médecins? Est-ce qu'on est libre de contraintes internes également ? Il y a aussi toute sa question des pulsions qui sont là et ces questions d'angoisse aussi qui sont présentes. Et puis également le cas particulier des personnes avec des troubles psychiques. Est-ce si simple effectivement de réfléchir à ces directives anticipées quand on a des troubles psychiques ? Autre point que je voulais aborder, c'était les rédactions des directives anticipées pour tout un chacun. Parce qu'effectivement, nous sommes tous concernés par la fin de vie, puisque nous sommes tous mortels. Et là encore, il y a peu d'élaboration des directives anticipées. Environ 11% des personnes ont rédigé leurs directives anticipées. Là encore, comme je le disais également, par méconnaissance de la loi. Et puis, c'est une question effectivement particulière, parce que ça oblige à faire un choix hypothétique en état de bonne santé. Ça nécessite de se positionner sur une préférence dans une situation future, imaginaire. Mais comment prévoir toutes les possibilités médicales ? Comment prévoir l'impossible ? Au cas où, envisager le pire, la dépendance à une machine, à des soignants ou la mort. Et au jeu des tu préfères, je ne sais pas si vous vous rappelez du sketch de Muriel Robin et Mimi Mati, nous sommes placés là face à un choix un peu cornélien en fait. C'est pas simple effectivement de choisir entre ce que l'on pourrait préférer maintenant. De plus, les directives anticipées, elles peuvent être aussi enfermantes. Quand on les rédige, en fait, quand on reprend effectivement les modèles qui existent, c'est soit noir ou blanc, et c'est pas toujours évident d'avoir des nuances en fait de possibles. Et ça pose aussi la question du sens de ma vie, ici et maintenant, en étant bien portant, et le sens de ma vie en état de dépendance. De plus, le choix que je fais aujourd'hui, en étant bien portant, sera-t-il le même dans la situation de dépendance ? On a plein de situations, nous, au quotidien, où on se dit, effectivement, ces personnes-là que l'on accompagne dans leur état de grande dépendance, de grande vulnérabilité, eh bien, c'est aussi parfois des enseignements pour nous valides ou bien portants, parce qu'effectivement, il y a du sens quand même à la vie dans ces cas-là. Mais ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, Régis Aubry le dit bien, il convient donc d'être particulièrement vigilant à ne pas stigmatiser certaines pathologies ou conditions, en suggérant que les personnes qui en sont atteintes devraient nécessairement se poser la question du sens de leur existence ou souhaiter abréger leur vie. Ça pose aussi la question des capacités d'autodétermination sur des questions médicales. Suis-je en capacité de déterminer ce qui me conviendrait dans une situation médicale donnée que je ne maîtrise pas ? Donc on est en opposition entre le principe d'autonomie me concernant et le principe de bienfaisance du corps médical. Et c'est important aussi de rappeler la question de la confiance dans le corps médical. Récemment, lors d'un travail en instance éthique qui traitait du refus de soins, l'un des participants rappelait bien que le savoir était aussi du côté du corps médical. Donc c'est important effectivement de garder cette relation de confiance. Et puis, décider effectivement de ces questions de fin de vie me concernant, est-ce que ce n'est pas aussi une tentative de contrôle sur la mort ? Si je n'ai plus de contrôle sur ma vie, puis-je avoir un contrôle sur ma mort ? La négocier, un petit peu à l'inverse du pacte avec Méphistophélès. Et ça exige effectivement d'envisager ma propre finitude, et on le disait bien, déjà pour les personnes concernées par les maladies neuroévolutives, par une pathologie, parfois elles ne se sentent pas concernées.
Et d'ailleurs, Jérôme Alric, concernant les personnes en fin de vie, dit d'ailleurs que c'est le courant des soins palliatifs initié par Elisabeth Kubler-Ross qui a imposé aux malades de penser leur mort. On les invite souvent par les psychologues, missionnés pour cela, mais pas que, à parler, mentaliser leur mort prochaine, alors qu'eux-mêmes n'ont parfois rien demandé. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a cette injonction aussi qui est faite aux personnes en fin de vie. Mais du coup, effectivement, en tant que personne sans problématique de santé, voilà, peut-on effectivement, là aussi, envisager sa propre finitude? Parce que l'homme agit comme s'il était immortel. C'est bien ce que nous disaient les philosophes antiques, déjà. Et de plus, ma propre mort n'existe pas pour l'inconscient. Au niveau de la psychanalyse, on sait bien qu'effectivement, pour l'inconscient, la mort n'existe pas. On ne rêve pas que l'on est mort. Il est absolument impossible de nous représenter notre propre mort. Toutes les fois que nous l'essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateur, nous dit Freud. Ça nous fait penser aux enfants qui jouent à être morts, parce qu'effectivement, la mort n'a pas son caractère irréversible avant l'âge de 6 ans. Et La Rochefoucauld nous dit aussi que le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Et dernier point, effectivement, que je vais aborder, c'est effectivement la question de la peur de la mort. On est très ambivalent par rapport à la question de la mort. Il y a une surreprésentation de la mort dans les journaux télévisés, dans les médias. On se rappelle tous de la photo du petit Elan, cet enfant de 3 ans qui était mort sur une plage en Turquie en 2015. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux télévisés, on peut quasiment assister à des morts en direct. On pense aux interpellations musclées qu'il y a pu y avoir aux USA, par exemple. Et en même temps, paradoxalement, il y a vraiment un tabou de la mort. Il y a un recul de la mortalité infantile, un prolongement de l'espérance de vie. La mort a lieu le plus souvent maintenant à l'hôpital. Il y a aussi des soins de conservation qui sont faits sur le corps pour aussi faire comme si la personne dormait. Et puis il y a la question de la place du deuil aussi, qui est aussi remise en question. On voit bien les personnes qui vivent un deuil, très vite, effectivement, il faut qu'elles reprennent le travail et qu'elles se remettent de ce deuil. Autant d'éléments donc, qui évincent la mort de la réalité du quotidien. Et pourtant, cette mort, effectivement, elle fait peur pour plusieurs raisons. Il peut y avoir la peur de ne plus vivre. Vivre se rattache à ce que l'on connaît de notre existence, mais aussi, ça concerne le corps. D'un point de vue psychanalytique, Lacan évoque aussi une atteinte narcissique, ce qui peut expliquer les mises en scène autour de sa propre mort, mais aussi la question de la mort idéalisée. Il peut y avoir aussi la peur de ne plus être. L'être concerne l'état psychique, nos envies, nos pensées, une image sociale. On dit bien « je suis marié, je suis professeur, je suis père », ce en quoi je me représente à mes yeux et aux yeux des autres. Il y a aussi la peur de quitter les proches, quitter ceux que l'on aime, ceux dont on s'occupe, les enfants, les parents. Ça me fait penser au discours de parents d'enfants handicapés qui expriment parfois je préfère que mon enfant parte avant moi, parce que qui s'occupera de lui si c'est moi qui pars avant. Il y a la peur aussi du passage de la vie à la mort. C'est une expérience inédite. Il n'y a aucun éprouvé commun, nous dit Martine Ruzineski. Même les situations de mort imminente, il n'y a pas de confirmation scientifique. Dans cette peur de passage, il y a aussi la peur de la souffrance. Ça nous fait penser à la question des jeunes enfants. Est-ce que ça fait mal de mourir? Et puis, il y a aussi la peur de l'après, l'inconnu. Je pense à une personne âgée qui me disait « Mais je ne comprends pas que personne soit revenu pour nous dire quand même comment c'était là-bas, quoi. » Et même la foi, parfois, peut venir aussi alimenter cette peur entre paradis, enfer ou purgatoire. Qu'est-ce qui m'attend? Là aussi, on a des témoignages effectivement de personnes âgées qui pouvaient aussi être dans cette interrogation-là et ça ne les rassurait pas forcément. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour sur ces pistes, sur ces quelques éléments. Alors, avant de passer à l'intervention du docteur Caroline Aignon, on va peut-être passer à un échange avec la salle. Alors, d'abord, si vous avez déjà des questions sur ce qui a pu être dit, et puis au-delà des questions, des demandes de précision, l'idée était de pouvoir aussi vous interroger sur votre perception, votre sentiment. Est-ce que le cadre juridique qui a été un petit peu évoqué, est-ce que les différents dispositifs qui existent aujourd'hui vous semblent adaptés pour répondre aux difficultés, aux situations actuelles, ou bien est-ce que pour vous, il vous semble pertinent, intéressant de changer ce cadre juridique? Donc voilà, si vous avez à la fois des questions ou si d'emblée vous voulez exprimer des remarques, des opinions, des convictions sur cette dimension-là, n'hésitez pas. Donc on va faire aussi circuler des micros pour que vous puissiez prendre la parole. Il y a déjà une question, parfait. Voilà. Bonsoir. J'avais une question sur tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit que par rapport aux directives anticipées, en fait, la personne qui était sous tutelle ou sous curatelle ne pouvait pas désigner sa personne de confiance, sous tutelle, pardon.
Et ça m'interroge en fait, parce que dans l'établissement où je peux travailler, où j'ai pu travailler, il y a des personnes sous tutelle. Et quand elles sont hospitalisées, ce que vous rappeliez, on leur demande en fait qui est la personne de confiance. Et on ne passe pas par les tuteurs. C'est la loi. D'accord. Oui, alors ce sont des personnes sous tutelle ou sous curatelle? Tutelle. Parce qu'il y a effectivement cette différence, cette nuance entre la curatelle et la tutelle. Sous tutelle. Ouais. Ça se fait informellement, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va se faire opérer et on va se rapprocher de cette personne pour savoir qui est la personne de confiance. Et comme vous dites justement, les médecins ne doivent pas être forcément au clair puisque c'est les médecins qui vont opérer les personnes qui nous demandent de leur demander. Oui, et alors en plus, effectivement, au niveau des... quand il y a une mesure de protection comme ça, c'est souvent effectivement les tuteurs qui doivent signer les documents en fait. Alors le tuteur nous va signer le document pour l'autorisation d'opération avec le consentement de la personne. Sur les personnes, je parle, qui psychiquement peuvent nous donner ces réponses-là, on est d'accord. C'est juste que ça m'interpelle parce que je me dis, voilà, la personne, ça veut dire qu'il faudrait qu'on passe par sa tutelle, le tuteur, pour qu'elle désigne la personne de confiance. C'est vrai qu'à partir du moment où une personne est sous tutelle, c'est qu'elle est quand même assistée effectivement dans ses décisions. Donc du coup, ça peut poser aussi question sur est-elle réellement cette personne en capacité de désigner sa personne de confiance? D'abord, est-ce qu'elle a bien conscience de ce que c'est effectivement la personne de confiance? Donc effectivement, voilà, il y a cette nécessité de se rapprocher du tuteur, ouais. Oui. Mais du coup, je pense que oui, c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas forcément un lien avec le tuteur, enfin le lien entre guillemets d'affect du quotidien, du tous les jours, même si il y a beaucoup de respect pour ce que peuvent faire les tuteurs, mais qui n'ont peut-être pas la proxémie pour comprendre à l'instant T que sur l'opération, la personne, elle veut que ce soit un cousin, une sœur, je ne sais pas. Ouais. Oui, et puis on a parfois des fois la situation où c'est des fois des familles qui vont se désigner comme personne de confiance. Donc c'est important aussi d'être vigilant, de bien dire, effectivement, c'est la personne qui doit désigner, mais qui doit être aussi en capacité de désigner. Oui, bonsoir. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Je suis moi-même soignante dans le PSM Georges Mazurel. Et en fait, j'interviens aussi en formation sur le deuil, la prise en charge des défunts et des endeuillés. Excusez-moi, on a échangé, j'ai pas entendu le début de votre intervention. Pas grave. Je disais que je suis infirmière sur l'établissement, le PSM Georges Mazurel, et que j'interviens aussi pour donner des formations sur la prise en charge des personnes, sur les défunts, sur la prise en charge donc des défunts et la prise en charge des endeuillés. Et je suis aussi toujours assez stupéfaite de voir en fait que, en général, pour les soignants, en fait, c'est très peu connu le contenu en fait de la législation sur les directives anticipées et sur la personne de confiance. Et obstinément, on fait remplir des papiers à des personnes qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que quand on demande à un patient qui arrive en soins psychiatriques de désigner une personne de confiance, déjà, c'est pas une obligation. Et deuxièmement, justement, il faut savoir si cette personne-là n'est pas sous tutelle, si elle a toute sa conscience et sa réflexion pour pouvoir nommer. Et en fait, je pense que la majorité des soignants ne savent pas non plus l'étendue en fait du pouvoir de nommer quelqu'un de confiance. Alors évidemment, quand on est en psychiatrie, on se dit voilà, on va peut-être éviter les fins de vie, mais pas toujours. Et ça peut avoir un sacré impact. C'est pareil que quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'est pas sous tutelle, mais qui va nommer en fait une personne de confiance qui elle-même est sous tutelle, qu'on va prendre son nom, ça n'a aussi aucune valeur. Comme ça n'a aucune valeur si le document n'est pas signé par cette personne de confiance. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de formation, d'information à ce sujet-là. Et on applique en fait un texte sans en connaître son contenu. Et je trouve toujours ça assez stupéfiant de voir que les années passent et que pour autant, ça n'évolue pas du tout. Donc en fait, je pense que c'est aussi un petit peu l'image de la société. C'est-à-dire que on met aussi de grandes œillères et on ne voit pas en fait, on veut pas voir tout ce qui tourne autour de la mort, même pour le soignant.
Moi, j'en revenais à la désignation de la personne de confiance quand la personne est sous tutelle. Alors, il me semblait, normalement, est inscrit dans la loi que la personne peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge. Enfin, avec cette nuance. Donc, voilà, je voulais là. C'était l'objet de notre aparté, justement. Mais il faut l'accord du juge des tutelles. C'est une démarche. Depuis 2019. Comment ? C'est depuis 2019, cette disposition réglementaire. Et pour revenir du coup sur la personne de confiance, c'est tout à fait vrai. Hein, ça a 20 ans quand même, la personne de confiance. Et malgré tout, on est quand même toujours obligé de rectifier que la personne de confiance, c'est pas juste la personne à prévenir, à appeler en cas de problème. C'est vraiment une démarche du patient de vouloir transmettre ses souhaits. Et donc, quand on voit des formulaires de recueil, enfin de désignation de personnes de confiance qui sont pas valables, qui sont pas signés, où il y a plusieurs noms, où en fait on a désigné un membre de sa famille, mais avec qui on n'a absolument jamais parlé de ses souhaits et de la fin de vie, ça n'a pas de poids, effectivement. Donc, il faut continuer à expliquer en quoi ça consiste. Et voilà. Voilà. Mon épouse et moi, nous avons 87 ans. Et nous avons rédigé nos directives anticipées. Et ma question, c'était de vous demander auprès de quelles personnes compétentes pourrions-nous faire vérifier la rédaction de nos directives anticipées. Votre médecin traitant, si vous voulez déjà reprendre avec lui les éléments que vous avez pu mettre, si vous avez des questions d'ordre médical sur les conséquences de certains choix, concrètement ce que ça peut amener, c'est vraiment intéressant d'en parler avec son médecin traitant ou son médecin, le médecin spécialiste qui vous suit, ou d'avoir un éclairage médical. Moi, je voudrais bien juste rajouter, avant la question suivante, que surtout, il faut qu'elle soit accessible. Il faut qu'elle soit accessible aux personnes qui vont pouvoir vous prendre en charge, et surtout dans le cadre de, peut-être aussi un peu dans l'urgence, pour être sûr de pouvoir respecter vos souhaits. Donc, dans l'idéal, quand même, c'est le centre hospitalier de proximité, quand même. Moi, je voulais remercier déjà, d'une part, Madame Marionneau pour toutes ces explications. Moi qui ai été infirmière pendant de très nombreuses années, les directives anticipées que je faisais signer à mes patients en médecine ou en chirurgie, j'avais pas vraiment l'impression qu'elles servaient à grand-chose. Et surtout, encore à l'heure actuelle, chaque fois que quelqu'un est hospitalisé, il a dans son dossier en préadmission une feuille sur laquelle il est marqué « Directives anticipées ». Je me pose la question, si le patient est hospitalisé plusieurs fois dans le même établissement, quelles directives anticipées garde-t-on comme valables pour être ces directives anticipées? Ça me pose question. D'autre part, vous parliez de déposer ces directives anticipées auprès de médecins traitants. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous avons de gros soucis pour avoir des médecins traitants, et notamment des personnes plus âgées qui avons eu des médecins pendant très longtemps. Du jour au lendemain, on se retrouve sans médecin. Alors c'est vrai que les déposer chez soi, en parler à sa famille et pouvoir les ressortir à un moment où on sent que sa vie bascule d'un autre côté, c'est tout à fait faisable. Mais enfin voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la situation des directives anticipées dans les hôpitaux, ou voilà, en fonction des différents services, c'est exactement l'exemple que je vous citais par rapport à cette patiente qu'on accompagnait. Effectivement, c'est vrai qu'à partir du moment où les directives anticipées ont été rédigées, voilà, elles restent valables. Et du coup, on n'a pas forcément la nécessité, effectivement. Mais là aussi, c'est important de rappeler qu'effectivement, voilà, si elles ont déjà été faites, du coup, il n'y a pas besoin de les refaire. Après, effectivement, c'est important peut-être de les garder de son côté aussi,
aussi, peut-être d'en faire une photocopie quand l'hôpital le demande, ou en tout cas fournit un document, et peut-être de les garder pour soi aussi en y réfléchissant. Et effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, voilà, si on ne peut pas les laisser, elles peuvent être stockées dans plusieurs endroits, hein. C'est vrai qu'elles peuvent aussi être données au médecin traitant, et on peut les avoir aussi à domicile. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, les proches doivent savoir où pouvoir les trouver rapidement. D'où l'intérêt, voilà, de cette question-là du dossier médical partagé, mais on voit bien, voilà, comme je disais, que ce n'était pas forcément un outil qui était très exploité encore. Je vous propose de passer à l'intervention du docteur Caroline Aignon, qui pourra venir préciser des notions importantes pour notre échange sur les notions de sédation, d'euthanasie, de suicide assisté, et puis de présenter aussi un contexte aussi international. Et puis après, on pourra, comme les interventions précédentes, pouvoir entamer un échange, un questionnement sur toutes ces notions. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire la présentation de l'avis du CCNE. Donc, c'est le Comité consultatif national d'éthique qui a été rendu donc, en septembre 2022. Et donc sur la question éthique relative aux situations de fin de vie entre autonomie et solidarité. Donc en fait, cet avis du CCNE est intervenu suite à une autosaisine. Donc c'est pas très fréquent, mais ça arrive de temps en temps. En fait, c'est le Comité consultatif national d'éthique qui, en juin 2021, a décidé de s'atteler à la tâche de répondre à cette question, de savoir s'il fallait faire une évolution législative autour de la fin de vie. Donc en fait, cet avis du CCNE, il se base suite à de nombreuses rencontres d'experts dans le domaine de la fin de vie. Donc le plan de cet avis, donc il reprend d'abord les différentes évolutions législatives et sociétales. Donc on va reprendre un petit peu certaines notions qui ont déjà été abordées. Après, il y a toute une réflexion autour de des problématiques éthiques en lien avec la législation actuelle, et entre autres pour les personnes souffrant de maladies graves et incurables avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Et puis donc sur la dernière partie, donc c'est les recommandations du CCNE. Donc la première partie sur le renforcement des soins palliatifs et la deuxième partie sur les exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation d'une aide active à mourir. Donc en fait, le CCNE évoque dès sa première page en fait, qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Donc il dévoile tout de suite un petit peu la teneur de leurs échanges. Et donc, en particulier, il pense que le cadre juridique actuel est adapté pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, donc principalement en lien avec l'arrêt des thérapeutiques jugées déraisonnables, suite aux différents avis des professionnels de soins palliatifs, et aussi suite à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il préfère aussi rappeler d'emblée qu'il y a deux principes fondamentaux donc, qui sous-tendent leurs différentes réflexions, le devoir de solidarité envers les plus fragiles et le respect de l'autonomie des personnes. Il faut quand même noter qu'à la fin de cet avis, il y a un contre-avis de plusieurs membres, et ça, c'est plutôt rare. Donc on va pouvoir discuter justement au cours des diapos sur les différents avis divergents. Donc sur les réflexions éthiques et les évolutions législatives depuis 20 ans, donc il y a toute une première partie sur notre rapport contemporain à la mort, donc qui a déjà été un petit peu abordé avec Magali Marionneau. Donc pour redire que la mort est exposée partout, mais en même temps elle est profondément crainte, déniée voire reniée, et qu'il y a une injonction à la beauté, à la santé, à la performance, à la jeunesse éternelle. La maladie, la vieillesse, le handicap sont souvent source de marginalisation. Il y a une disparition des représentations symboliques et spirituelles du mourir. Les rites de passage s'effacent. Entre autres, il n'y a plus d'accompagnement du mourant. La fin de vie est médicalisée. La fin de vie est vécue souvent par la société, mais aussi par les soignants comme un échec. Il y a un fantasme du bien mourir, mais en fait, aucune mort n'est douce. Elle reste une épreuve qui est physique et métaphysique, et qu'elle soit brusque ou prolongée, seule ou accompagnée, naturelle ou provoquée. Les différents avis et les rapports du CESE, les différentes lois, rapportent l'importance de la formation initiale et continue, le développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire et les grands principes qui sous-tendent les droits du patient.
que ce soit l'autonomie, la dignité, l'équité, la solidarité, l'autonomie. Le débat actuel sur la fin de vie est surtout autour de l'articulation entre la liberté à disposer de soi-même et le devoir de solidarité, entre maîtriser sa fin de vie et la prévention de la souffrance et des situations de grande vulnérabilité. Pour les personnes en proie à d'extrêmes souffrances, se questionne la frontière entre la solidarité et l'abandon. Est-ce qu'il faut tout mettre en œuvre pour les soulager jusqu'à aider à mourir ? Il y a une forte médicalisation de la fin de vie. J'avais un peu envie de vous poser la question, alors d'abord peut-être pour les non-soignants, de qui a déjà accompagné un patient en fin de vie ? Si vous voulez lever un peu la main. Un petit peu plus haut, je ne vois pas beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous l'avez accompagné jusqu'à son décès ? On va dire plutôt oui, d'accord. Pour les soignants aussi, est-ce que vous avez déjà été confrontés à la fin de vie ? Alors je demande au premier rang de ne pas répondre, puisque c'est nos équipes de soins palliatifs. Est-ce qu'il y a d'autres soignants ? En effet, quand même. D'accord. Et jusqu'au moment du décès, on voit rien que là qu'il y a en effet beaucoup de prise en soin des mourants, plutôt dans le monde soignant, on va dire. On retrouve aussi actuellement qu'il y a surtout une accentuation du faire au profit de l'accompagnement. On parle du cure au profit du care. Il y a moins de réflexion autour de la prise en charge des patients en fin de vie. On retrouve un malaise moral avec ce temps de la fin de vie qui s'allonge, une tentation de la mort pressée, avec une perte de reconnaissance de ce temps du mourir qui est pourtant indispensable aux malades et aux proches. Les problématiques éthiques soulevées par les situations de fin de vie. Donc, le CCNE rappelle qu'il y a un interdit de l'indifférence et de l'abandon, qu'il ne doit pas y avoir de résignation face à la souffrance, qu'on ne peut pas amoindrir le soin relationnel ni l'accompagnement. Toute évolution qui laisserait penser que certaines vies ne méritent pas d'être vécues serait inacceptable. Il y a par ailleurs un rappel donc, des différentes lois précédentes, de la non-obstination déraisonnable, de la désescalade thérapeutique, de la collégialité, du droit à choisir et à refuser son traitement. Bref, apprendre à ne pas faire. Il y a surtout une inégalité d'accès aux différentes équipes spécialisées en soins palliatifs, une inégalité d'accès aux soins palliatifs à l'hôpital, à domicile, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Il y a peu de connaissances en soins palliatifs et donc peu de respect des droits des patients. Les composantes relationnelles dans l'accompagnement, les délibérations, le respect des bonnes pratiques sont souvent sous-valorisées, voire négligées. Les différentes questions éthiques secondaires à la législation donc actuelle reprennent en effet ces différentes particularités. Quelles questions arrivent et quelles questions sont soulevées par les situations des personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme ? Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en préambule, ils ont d'emblée acté que la prise en charge des patients en fin de vie, on va dire imminente, est plutôt bien encadrée par la loi actuelle. Se pose la question de tous ces patients qui ont des souffrances réfractaires et qui ont un pronostic vital qui est engagé, on va dire, à plus de 6 mois. Donc ce sont des patients qui sont en détresse et qui ne rencontrent pas de solution dans le champ des dispositions législatives actuelles. Donc en 2013, ils avaient déjà repris les différentes définitions de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, de l'euthanasie, du suicide assisté. Donc je vous ai refait un petit tableau pour faire un petit peu la synthèse donc, de ces différentes pratiques. Donc l'intentionnalité est très importante. Dans la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, l'objectif est bien de soulager une souffrance réfractaire, alors que dans l'euthanasie et le suicide assisté, il y a répondre à la demande de mort de la personne ou du patient. Quels moyens pour atteindre le résultat escompté ? Donc, soit altérer la conscience profondément, dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, soit provoquer la mort, dans le cadre de l'euthanasie et du suicide assisté.
quelle procédure? On met en place un médicament sédatif avec des doses adaptées pour obtenir une sédation profonde dans le cas de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Dans le cadre de l'euthanasie, il y a une injection par un tiers, généralement soignant, d'un médicament à dose létale. Et dans le cadre du suicide assisté, c'est la prise par la personne d'un médicament à dose létale mis à disposition par un tiers, généralement un soignant. Quel résultat? Donc on obtient soit une sédation profonde poursuivie jusqu'au décès due à l'évolution de la maladie, et ça c'est bien important, c'est bien la maladie qui fait que le décès arrive et non pas le traitement. Et dans le cadre de l'euthanasie et du suicide assisté, il y a une mort immédiate de la personne, de l'ordre de quelques minutes. Quelle temporalité? La mort survient donc dans un délai qui ne peut pas être prévu, au contraire donc de l'euthanasie et du suicide assisté, où la mort est provoquée très rapidement. Donc la législation au 20 mars 2023, donc la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est bien autorisée par la loi française, alors que l'euthanasie et le suicide assisté sont illégales en France actuellement. C'est important de le rappeler parce qu'on pourra en discuter tout à l'heure, mais actuellement on a déjà de nombreuses demandes d'euthanasie principalement et aussi de suicide assisté, même si c'est interdit. Ça ne veut pas dire qu'on y répond, mais en tous les cas, c'est déjà une grosse part de notre activité de savoir justement comment on peut prendre en charge ces patients qui sont en demande d'euthanasie. Dans son avis de 2013 aussi, le CCNE a bien reprécisé qu'il y a un rappel de l'interdit de donner la mort et que c'est un principe fondateur, que ça soit au niveau anthropologique, sociétal et déontologique. Et ce rappel de ne pas donner la mort est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc l'avis du CCNE, donc, qui est sorti en septembre 2022, reprécise que, donc ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que pour les personnes qui sont avec un pronostic engagé à court terme, le dispositif législatif actuel est suffisant. Mais par contre, que pour les patients qui ont un pronostic vital engagé à moyen terme, il considère qu'il y a une délibération éthique qui doit se situer au niveau de l'appréciation de la valeur du droit à la vie. Il y a en balance droit à la vie et devoir de vivre, droit à la vie et liberté de disposer de soi-même. Quelles autres problématiques éthiques ? Donc il y a de nombreuses questions qui se posent autour de cette autorisation à provoquer le décès du patient. La première, et donc c'est en ça où il y a de nombreux contre-avis qui ont été écrits à la suite de cet avis. La première, c'est autour de la conception du soin et de la qualité de vie. D'un côté, certaines personnes pensent qu'on peut soigner, respecter la vie, mais aussi soulager inconditionnellement, c'est-à-dire mettre fin à l'intolérable et abréger la vie. C'est en fait éviter le pire que la mort, qui ne remettrait en soi pas en cause l'interdit de tuer et ne provoquerait pas de dérive si la loi est bien encadrée. De l'autre côté, d'autres personnes pensent que la mission de soin, c'est d'accompagner, de soutenir et en aucun cas de donner la mort, parce que c'est une rupture anthropologique. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, que les demandes de mort peuvent être ambivalentes, qu'il y a une mauvaise application de la loi qui est possible, qu'il y a une stigmatisation de certains patients, que le caractère est contre-productif pour les soins palliatifs, et qu'en plus, la situation actuelle fait que le système de santé est extrêmement tendu et qu'on ne peut pas répondre, et que d'ailleurs, même depuis 20 ans, on n'a pas essayé de répondre aux différentes problématiques de souffrance et donc de développer les soins palliatifs, qu'il y a une incapacité collective à prendre en charge la fin de vie, qu'il y a une ambiguïté avec la coexistence aussi d'une politique de prévention du suicide. Ça, on y reviendra tout à l'heure. On retrouve en effet une interrogation autour donc, du cadre légalisant uniquement le suicide assisté et qui laisserait aux patients seuls tout le poids de la décision par rapport à l'euthanasie. Dans le cadre de l'euthanasie, c'est bien un soignant qui va provoquer le décès et donc c'est toujours le patient
Dans le cadre de l'euthanasie, c'est bien un soignant qui va provoquer le décès, alors que dans le cadre du suicide assisté, c'est bien le patient ou la personne qui va être maître de sa décision jusqu'au bout, jusqu'à ingérer le traitement létal. Certaines personnes disent que c'est aussi omettre le rôle du médecin vis-à-vis d'une personne en détresse. On n'a jamais dit qu'une personne qui demandait une euthanasie ou un suicide assisté le faisait de manière extrêmement simple. Généralement, c'est des personnes qui se posent des questions depuis déjà longtemps, qui ont des souffrances réfractaires depuis longtemps, et pour qui c'est intolérable de continuer à vivre comme ça. Entre suicide assisté et euthanasie, qu'est-ce qui est moralement plus acceptable ? Entre l'autonomie, le devoir de solidarité et le maintien de l'interdit de disposer d'autrui. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on retrouve une autonomie réellement comme valeur absolue ? Nous, on a l'impression que l'autonomie s'atténue s'il y a une demande faite à un tiers, mais en même temps, si elle n'est plus en capacité physique de faire elle-même un suicide assisté, comment est-ce qu'on peut répondre à sa demande ? Il y a aussi une difficile élaboration lors d'une souffrance réfractaire. C'est difficile de réussir à penser, à avoir des pensées construites quand on a une grande souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Souvent, il y a parfois même des délires qui s'installent tellement la souffrance est importante. Donc c'est difficile de réussir à construire. Et donc c'est en ça où c'est très difficile d'analyser la demande. Et donc on repart sur l'ambivalence aussi. Quel rôle du médecin ? Des soignants, est-ce que notre rôle, ça va être d'éliminer uniquement un syndrome anxio-dépressif qui pourrait être traité ? Est-ce que c'est uniquement de réaliser une procédure collégiale pour s'assurer que la demande émane bien de la personne, qu'elle est libre, non déterminée, consentante, réitérée et qui valide l'état de santé ? Il y a aussi la proposition qu'il y ait forcément un psychologue et un spécialiste de la douleur pour s'assurer de la prise en charge adaptée des traitements et des symptômes. Il y a une question autour de la clause de conscience pour les médecins, du droit de retrait pour les soignants. Comment référer à un autre médecin, d'autant plus s'il n'y a pas d'autres médecins ? Ils n'ont pas répondu à la question autour des mineurs qui présentent des mineurs et des personnes présentant des troubles altérant leur capacité de consentement et qui présentent aussi bien des maladies graves et incurables, à pronostic vital engagé, à court terme et à moyen terme. Pour le CCNE, la synthèse serait que l'assistance au suicide serait un compromis acceptable entre respect de l'autonomie, devoir de solidarité et maintien de l'interdit de disposer de la vie d'autrui. Leurs recommandations, tout de même, parce qu'ils ont quand même bien intégré que les soins palliatifs existaient depuis longtemps mais n'étaient toujours pas très déployés, c'est d'engager des moyens financiers et humains, donc dans la filière palliative, avec une nécessité de formation, de recherche, de le développer aussi bien à domicile et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qu'à l'hôpital, de développer un congé d'accompagnement et de renforcer la présence des bénévoles, d'essayer aussi de soutenir l'expression de la volonté et donc de pouvoir justement mieux faire connaître les directives anticipées et la personne de confiance. Comment développer aussi la formation, la sensibilisation de la société aux soins palliatifs et à la mort, que ça soit à l'école ou pour tout citoyen. Et il propose après donc, quelques repères éthiques en cas de dépénalisation d'une aide active à mourir. Donc il répète donc, un accès légal au suicide assisté donc, pour les personnes majeures, atteintes de maladies graves et incurables, et provoquant des souffrances réfractaires et avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Il propose une euthanasie pour ceux qui ne sont pas physiquement en état de réaliser un suicide assisté. Il propose qu'il y ait une demande qui soit écrite, réitérée, avec une procédure collégiale. Donc peut-être pour repréciser ce que c'est que la procédure collégiale, donc, c'est une discussion qui doit être réalisée avec au moins 2 médecins et une équipe soignante suite à une discussion avec un patient ou sa personne de confiance ou en ayant recueilli ses directives anticipées pour être sûr de pouvoir répondre au mieux aux souhaits du patient. Avec bien évidemment une nécessité de traçabilité. Ils reprennent qu'il est important qu'il y ait une clause de conscience. J'espère aussi qu'il y aura un droit de retrait parce que la clause de conscience ne concerne que les médecins et les droits de retrait que les soignants.
Et donc, il propose aussi qu'il y ait une évaluation du nouveau dispositif dans les 5 ans. Et leur dernière recommandation, c'est qu'il y ait un débat national, et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce soir. Donc un débat national, aussi bien avec la société civile qu'avec la Convention citoyenne, et dans les différentes instances, on va dire parlementaires, ils sont aussi tous en train de réfléchir à cette question-là. Voilà pour cette première partie. Donc juste, j'ai une petite diapo qui reprend les différents tableaux comparatifs des pratiques autorisées donc dans les autres pays. Donc nous, on se pose la question là actuellement, mais dans de nombreux pays, en fait, ils ont déjà légiféré sur la question. Donc ça apparaît surtout au début des années 2000. Donc, j'aime bien quand même rappeler que nous, en 2002, avec la loi de 2002, donc, on a consacré en fait les droits du patient pour essayer de faire en sorte de pouvoir respecter les souhaits du patient, alors que dans d'autres pays, ils se sont dit que pour pouvoir respecter les souhaits des patients et entre autres pouvoir soulager leur souffrance, il fallait d'emblée légiférer sur une aide active à mourir. Donc l'euthanasie est autorisée en Belgique depuis 2002. Alors plus qu'autorisée, c'est une légalisation. Il y a peut-être petite précision. Donc la dépénalisation, c'est quand un soignant ou un citoyen ne va pas être poursuivi pour un acte d'euthanasie ou de suicide assisté. La légalisation, c'est que c'est un droit, donc c'est opposable. L'assistance au suicide, donc, est autorisée depuis les années au moins 47, mais en fait, il considère qu'à partir du moment où on peut aider un patient sans motif égoïste, on peut aider quelqu'un à mourir, et donc le suicide assisté est autorisé en Suisse. Dans certains États, aux États-Unis, donc depuis 1997, et entre autres dans l'Oregon, c'est possible en Autriche depuis l'année dernière, et il y a une autorisation d'euthanasie et d'assistance au suicide. Alors, je n'ai pas fait la différence entre assistance au suicide et suicide assisté. Les définitions varient un petit peu en fonction en fait, de la capacité du patient à pouvoir prendre en autonomie le traitement létal. Donc, c'est autorisé aux Pays-Bas depuis 2002, au Luxembourg depuis 2009, en Espagne depuis 2021, au Canada d'abord en 2016, et puis il y a une nouvelle loi qui a permis d'élargir les critères d'autorisation à l'euthanasie et au suicide assisté depuis 2021, en Australie depuis 2017 et en Nouvelle-Zélande depuis 2019. Donc c'est les grands pays sur lesquels on va pouvoir aussi un peu se comparer depuis les différentes légalisations. Donc une petite synthèse sur les conditions d'accès à cette aide active à mourir. Donc dans tous les pays, il faut qu'il y ait une demande qui soit réitérée, donc pour bien s'assurer que la personne demande bien une aide active à mourir. Et il faut absolument qu'il y ait une souffrance physique ou psychique réfractaire. Ça fait partie des 2 conditions donc, qui sont communes à tous les pays. Après, toutes les conditions suivantes dépendent de chaque pays. Donc c'est très, très variable. Pour certains pays, il faut qu'il y ait un pronostic vital qui soit engagé à court terme ou non. Donc, un moyen terme, on considère que c'est à peu près 6 mois, 1 an, donc pour certains pays. Il faut qu'il y ait une maladie qui soit accidentelle ou une pathologie grave et incurable. Certains pays accèdent qu'aux majeurs, d'autres aux mineurs et aux majeurs. Certains pays évoquent qu'il est possible de pouvoir répondre à une demande d'aide active à mourir si c'est écrit dans les directives anticipées ou même si la personne est démente. Dans certains pays, en fonction du lieu où est le patient ou la personne, ça peut être réalisé à domicile, en institution ou à l'hôpital. En fonction des pays, ça doit être entériné par 1 à 3 médecins. Dans certains pays, il y a une commission de contrôle, mais pas partout. Et la clause de conscience n'est pas obligatoire dans tous les pays. Donc voilà pour un rapide tour d'horizon des différentes législations. Bon, vous imaginez bien qu'on a plein de questions. On prend en charge de nombreux patients en fin de vie et voilà, on sait combien la question est complexe et donc voilà, ça a repris dans le diaporama les différentes questions qu'on peut se poser, mais il en reste encore quelques-unes qu'on a déjà un petit peu évoquées.
moi, je suis étonnée de la disparité dans les différents pays. Dans certains pays, il y a à peu près 1,5% des personnes qui décèdent suite à une aide active à mourir. Et dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à 15%. Je trouve que ça varie énormément en fait, d'un pays à un autre. Probablement aussi en lien avec la législation, mais il n'empêche qu'il y a aussi un lien avec la manière dont on aborde la fin de vie dans les différents pays. Il y a aussi des motifs de recours qui sont très larges. Et donc là, je vais parler plutôt pour les patients. Donc, par exemple, en Oregon, les patients ils peuvent demander à pouvoir avoir accès à la pilule létale à partir du moment où ils ont besoin d'être sécurisés sur leur fin de vie. Et la principale cause de demande aussi de pouvoir avoir accès à la pilule létale, c'est parce qu'ils ont peur d'être un poids pour la société, peur d'être un poids pour leurs proches. Moi, je me pose la question de comment on fait pour accompagner, justement, comment la société accompagne la fin de vie de ces personnes. Le motif, je dirais qu'il y en aura toujours un motif de recours possible. Tout le monde présente à un moment ou à un autre de sa vie une souffrance qui possiblement est réfractaire. Mais où est-ce qu'on peut mettre la limite ? Il y aura toujours une exception. Il y a aussi une question autour d'un choix qui risque d'être binaire. Soit je suis accompagnée en soins palliatifs, soit je suis accompagnée pour une aide active à mourir. Comment est-ce qu'on fait pour changer d'avis ? Comment respecter l'ambivalence ? Magali Marionneau l'a très bien dit tout à l'heure. En fin de vie, il y a de nombreux mouvements psychiques en lien avec les souffrances qui sont physiques, psychiques, en lien avec la souffrance parfois des proches, des soignants, comment est-ce que je vais faire pour accompagner mon patient. En fonction du projet de soins aussi, est-ce que je le comprends, est-ce que j'adhère, est-ce que je suis contre ? Mais aussi avec les améliorations, les événements de vie, les rencontres, les soins apportés. On voit très bien, nous, qu'il y a certains patients qui attendent, par exemple, le mariage du petit-fils, la naissance de l'arrière-petit-fils. Les grandes fêtes aussi jalonnent aussi la vie des patients en fin de vie, que ce soit Pâques ou Noël pour chez nous, ou voire même d'autres grandes fêtes religieuses. On voit aussi que la prise en charge, la prise en soin même et l'accompagnement par les bénévoles et par toutes les approches non complémentaires permet de soulager aussi certaines souffrances et que finalement il n'y a pas que les traitements qui permettent de soulager ces patients, mais que c'est bien aussi tout le temps qui leur est dédié, que ce soit nous en musique, en balnéothérapie, et c'est vraiment des moments qui sont importants et qui permettent aux patients de se remettre au centre de leur prise en charge et qui permettent de reprendre goût à la vie aussi. Il y a une question autour de l'autodétermination, et pareil, Magali Marionneau l'a très bien dit. Est-ce qu'elle est toujours possible quand on est mal, physiquement, psychiquement, face à l'inconnu ? Comment répondre ? On s'appuie aussi beaucoup sur son environnement. Et si tout l'environnement nous dit « Allez, c'est l'heure de l'aide active à mourir », comment on va faire pour continuer à vivre ? Je ne reprends pas, aide active à mourir et directive anticipée. Une autre question aussi, comment on va concilier la politique de soutien au suicide assisté et la politique de prévention du suicide ? Je laisse ça de manière très large. Aux Pays-Bas, quand même, le taux de suicide ne fait qu'augmenter depuis la légalisation de l'euthanasie. Pourquoi est-ce que telle souffrance serait plus éligible qu'une autre à une aide active à mourir ? Une autre petite question aussi sur toutes les conséquences pour les soignants, mais ça on pourra y revenir. Est-ce que la clause de conscience sera possible ? Est-ce que le droit de retrait sera possible ? Est-ce que ça ne va jamais sauter ? Pour l'IVG, il y a 2 ans, ça a failli sauter tellement on n'arrive pas à répondre aux demandes d'IVG des patientes. Est-ce que le soin va être contractualisé, obligatoire ? Est-ce qu'il va falloir absolument que les professionnels de soins palliatifs, je parle là complètement pour moi, mais aussi pour mes collègues ici présents, est-ce qu'on va être obligé d'aller voir ces patients pour s'assurer qu'ils aient bien tous les traitements, s'assurer qu'ils soient au maximum de leur prise en soin ? Mais est-ce que c'est que notre rôle, justement, de répondre à la loi ? Comment est-ce qu'on va travailler en équipe entre ceux qui sont d'accord pour pouvoir réaliser une aide active à mourir et ceux qui sont contre ? Comment est-ce qu'on va réussir à continuer à travailler donc, dans ce contexte de changement du paradigme de soins ? Et j'ai fini. Bon, merci beaucoup d'avoir posé aussi
clairement déjà les notions, le cadre et puis vos différents questionnements qui vont nous permettre d'échanger ensemble. Alors, pareil, est-ce que dans un premier temps, vous auriez d'abord des questions, des demandes de précision par rapport à l'intervention du docteur Aignon, ou bien est-ce que d'emblée, certaines d'entre vous souhaiteraient exprimer leur opinion, leur conviction sur une évolution de la loi? Est-ce qu'on serait sur une liberté, voire un droit légitime? Est-ce qu'on serait au contraire sur des risques d'écueil ou de dérive? Qui souhaiterait s'exprimer ou prendre la parole? Moi, je voulais juste questionner sur... vous avez mis dans le PowerPoint que c'était un choix binaire. Et du coup, pourquoi ce serait forcément un choix binaire, du coup soit les soins palliatifs, soit l'assistance à la fin de vie ou l'euthanasie. Voilà. C'est un risque, j'ai mis en question. C'est un risque en tous les cas que le patient n'ait finalement peut-être plus la force de pouvoir changer d'avis, parce que quand on suit un parcours, il faut réussir à avoir suffisamment de force psychique et physique pour pouvoir justement donner son avis. Et nous, on le voit bien tous les jours, en fait, que c'est compliqué de faire en sorte que le patient puisse s'exprimer sur ses souhaits. Et je me dis que s'il part dans un chemin, je ne sais pas s'il va réussir à avoir la force, ou même si les équipes vont réussir aussi à sortir un petit peu, à se mettre en retrait de ses propres convictions pour pouvoir essayer au maximum de pouvoir faire respecter les souhaits du patient. C'est un risque, c'est pas forcément ça. Oui, je me posais des questions par rapport en fait aux différents pays avec les droits à l'euthanasie et au suicide assisté et toutes les réflexions que l'on a aussi actuellement. Je fais des liens qu'il n'y a peut-être pas forcément à faire, mais est-ce que en fait notre façon aussi d'appréhender et d'accompagner la mort, et non pas la fin de vie, mais la mort, serait pas en fait aussi le reflet de notre façon de traiter la fin de vie. C'est-à-dire, on voit que les personnes sont souvent en difficulté, et même les soignants, en dehors de ceux qui travaillent dans des services bien spécifiques de soins palliatifs. Mais la société en soi, comme vous disiez tout à l'heure, en fait... plus ça va, moins on a de mise en place de coutumes, de cérémonies autour de la mort. Et notre société est consommatrice et même de ses propres morts, je dirais. Et en fait, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous fait peur ? Qui nous fait peur même dans cet accompagnement. Et est-ce que en fait, c'est si difficile pour nous parce que en fait, on a cette difficulté d'accompagner aussi les morts. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Alors, pas de reformuler votre question, mais ce serait l'idée de est-ce que finalement la peur de la mort se substitue un peu à la peur du mourir, ou de ce temps où on va être dans la dégradation un peu continue de sa fin de vie? Ce serait un petit peu l'objet de votre question? On fait, je trouve, de plus en plus abstraction de ce qu'est la mort en soi, la dégradation du corps. On en parlait tout à l'heure, vous le citiez avec, par exemple, les soins thanataux, les choses comme ça. Donc, on essaie d'être dans le beau, on se voile un peu la face sur ce que peut représenter la mort. Et cette représentation de la mort que l'on a, ou celle que l'on s'évite, est-ce que c'est pas ça aussi qui nous met une barrière par rapport à la façon dont on traite aussi les personnes en fin de vie et répondre à ces questionnements-là, des choix. Ce que je voyais en fait, c'est que il y a beaucoup de pays en fait d'Europe du Nord où en fait comme la Suisse, comme le Danemark ou autres, et où les soins, l'euthanasie ou le suicide assisté est légalisé. Et en fait, en contrepartie, quand on regarde aussi, par exemple, tout simplement les crémations, ce sont des pays où les crémations sont à 90%. Et quand on regarde tout ce qui est le bassin méditerranéen, en fait, c'est totalement l'inverse. Est-ce que notre façon culturelle d'envisager en fait la mort n'aurait pas un impact aussi sur cette manière-là, en fait, de considérer la fin de vie et son accompagnement?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, voilà, vous parliez de la crémation. C'est vrai que je pensais aussi à ça, effectivement, quelque part, le corps. Enfin, on parlait de ce sentiment d'utilité. En fait, il faut être beau, il faut être performant. Si le corps ne sert plus à rien, bah, effectivement, voilà, ça devient quasiment un déchet et qui est bon à détruire, quoi, effectivement. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être aussi un prolongement dans ce que vous évoquez, effectivement. C'est vrai que nous, on le voit bien aussi dans le service, en effet, où le paraître est quand même très important. Et nombre de patients peuvent même avoir du mal à se regarder dans le miroir tellement leur corps a changé. Et en effet, c'est sûr que ça peut jouer. Et probablement, dans nos représentations occidentales, peut-être plus que nord-sud, mais j'ai l'impression peut-être plus occidentale en tous les cas, que c'est encore plus important, en effet. Oui, enfin, je voulais juste, c'est pas une question, c'était simplement remercier les différentes intervenantes et en particulier le docteur Aignan. J'ai beaucoup apprécié que vous abordiez cela sous forme de questionnement. Hein. Qu'est-ce qu'une éventuelle évolution de notre législation provoquerait dans notre société, et vous l'avez fait sous forme de questions, et je crois que c'est appréciable par rapport à beaucoup de rencontres où on peut avoir des yaka, faucons, etc., des avis extrêmement tranchés, et vous soulignez bien dans votre intervention que c'est une question extrêmement complexe, hein, profondément humaine, et qui demande à être abordée dans toute sa complexité. Hein, il n'y a pas de réponse toute simple. Merci donc pour cette intervention et je crois que ça nous aide dans notre réflexion collective. C'est vrai que je pense qu'on peut se poser la question pour chaque accompagnement. Jusqu'où on peut aller pour soulager ce patient? Qu'est-ce que le patient a réellement envie? C'est un peu la différence entre la demande et le désir. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront plus aptes que moi à répondre à la question, mais en tous les cas, c'est vrai que nous, notre objectif d'accompagnement dans les soins palliatifs, c'est d'essayer de rechercher ce qui sous-tend toutes les demandes. Et en effet, je pense que ça change à chaque accompagnement et à l'avance, on ne sait pas quel va être notre positionnement. Et je pense qu'il faut vraiment le garder jusqu'au bout, en tous les cas. Oui, pour prolonger ce que vous évoquiez, effectivement, voilà, le désir n'est pas forcément une demande. Le désir est là aussi très ambivalent. Hein. Donc en psychologie, on le sait bien, effectivement, on peut désirer quelque chose un jour et désirer autre chose à un autre moment. Et c'est important, effectivement, face à une demande de mort. Alors, là aussi, hein, je me dis qu'actuellement, effectivement, les personnes n'ont peut-être pas grand risque, entre guillemets, à demander la mort, puisque notre législation protège aussi. Peut-être qu'effectivement, ce sera différent si la législation évolue. Mais en tout cas, face à une demande, en tout cas, ou un souhait de mort, c'est important effectivement d'être bien à l'écoute et d'entendre aussi ce qu'il y a derrière et de ne pas en rester forcément à une première intention. Hein, effectivement, voilà, dans tous les autres pays, effectivement, il y a cette question de demande qui doit être réitérée, mais effectivement, quelle écoute on apporte à cette demande, en fait, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que la personne souhaite voir arrêter? Est-ce que c'est sa vie? Est-ce que c'est sa souffrance? Est-ce que c'est ce sentiment d'inutilité? Est-ce que c'est cette perte de sens? Est-ce que c'est ce corps aussi qui se dégrade? Voilà, qu'est-ce qui se joue aussi derrière la demande? On avait pu discuter avec un médecin suisse, donc en Suisse, il y a une légalisation du suicide assisté, et qui pouvait nous transmettre que les patients, en fait, dans le cadre d'une demande de suicide assisté, ils étaient surtout en fait dans une demande de pouvoir répondre à comment je vais mourir, pour justement être sûr qu'il n'y ait pas de souffrance. Et finalement, quand on arrive à démystifier un petit peu tous les risques qu'il y a en lien avec la pathologie, toutes les possibilités qu'on a de soins, il y a de nombreuses demandes de suicide assisté en fait, qui disparaissaient parce que justement, ils arrivaient à pouvoir informer suffisamment et à faire en sorte que le patient soit moins dans l'inconnu. Est-ce que certains souhaiteraient peut-être alors du coup réagir sur cette question des demandes, de la légitimité des demandes, et puis peut-être aussi quelque chose que vous avez évoqué mais qu'on n'a pas forcément abordé, c'est sur quels critères on va du coup répondre à ces demandes, à partir de quand on va considérer que la personne a tout son discernement, à partir de quand on va considérer qu'au contraire la personne elle est aliénée, altérée par la pathologie, par la douleur, par le handicap. Est-ce que peut-être certains souhaiteraient réagir par rapport à cette question de est-ce qu'on doit plutôt penser cette question comme une sorte de liberté, comme, voire même un droit, parce que chacun pourrait disposer de son propre corps, de sa propre vie, ou est-ce que
Au contraire, il pourrait y avoir des risques sur ces questions-là que finalement, de fait de cette ambivalence et de la complexité à appréhender la personne dans la durée, il y aurait peut-être des dérives ou des écueils possibles à juste considérer qu'à partir du moment où il y a des demandes, on doit y répondre. Est-ce que certains souhaiteraient peut-être réagir par rapport à ça? Oui. Là, vous venez d'aborder le droit d'avoir de son corps, de ses choix. Et en fait, tout à l'heure, dans votre diapositive, vous mettiez le droit à la vie. Mais actuellement, c'est pas plutôt une obligation à la vie, parce que si justement il y a un droit, ça sous-entendrait qu'on ait le choix de renoncer à ce droit à la vie. Et là, actuellement, on est plus dans l'obligation de la vie parce qu'on n'a pas le choix de renoncer, justement. Le suicide n'est pas interdit en France. C'est vrai. Oui, bah oui. C'est vrai. Et ça, c'est hyper important. C'est pas parce qu'il y a il y a un droit à la vie, mais il n'y a pas une obligation. On n'a pas forcément l'obligation de vivre. Chacun dispose de son corps, quand même. Mais pour des personnes, du coup, en fin de vie dans un système hospitalier, est-ce qu'on leur donne ce droit de ne plus pouvoir vivre, en fait? On a toutes les préventions qu'on va avoir contre le suicide à l'hôpital, des choses bêtes, mais les portes fermées, tout ça. Et du coup, ils peuvent plus répondre d'eux-mêmes, en fait. Il faut quand même rappeler que les demandes des patients en fin de vie à mourir, elles sont pas fréquentes. C'est vraiment peut-être 3 ou 4 patients par an qui ont des demandes vraiment persistantes dans ce qu'on prend en charge. Après, on en a plus qui nous formulent des demandes. Alors ça peut aller du souhait que la mort arrive, sans que ce soit une demande explicite d'y mettre fin, jusqu'à des demandes de mort anticipée, mais qui peuvent s'estomper en fait avec une prise en soin adaptée, un accompagnement, le soulagement des souffrances. Donc en fait, c'est quand même très peu de demandes qu'on a. Et quand on est dans une démarche aussi de réfléchir le projet de soins avec eux, d'éviter l'obstination déraisonnable, d'expliquer comment ils peuvent aussi faire valoir leur choix, leurs droits, etc., on les contraint pas à vivre, en fait. On les accompagne, et si on évite l'obstination déraisonnable, on arrive à répondre quand même à leurs souhaits. Pour compléter sur cette question du suicide, en fait, du droit au suicide, est-ce que le suicide est un choix? Alors quand on voit toute la démarche de prévention autour du suicide actuellement, le suicide n'est pas un choix. C'est une idée reçue, qu'effectivement on choisit le suicide. C'est toujours effectivement un choix par défaut. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir exploré d'autres possibilités, ça devient la seule solution pour faire taire effectivement une souffrance intense, bien évidemment. Mais en tout cas, effectivement, ça devient la seule solution. Donc effectivement, dans le cadre de la prévention du suicide, le suicide n'est pas un choix. Donc effectivement, c'est important aussi d'y penser. Bonsoir. Ma question elle portait plus sur, tout à l'heure, vous parliez de l'évolution des soins palliatifs, finalement, qui avaient évolué, mais peut-être pas suffisamment en France. Et puis, ce cas de légalisation qui arrivera peut-être, est-ce qu'il y aura suffisamment de soignants et de médecins pour justement prendre le temps de la réflexion du patient, parce que j'ai bien l'impression qu'en soins palliatifs, voilà, l'écoute soit là, mais est-ce que finalement, s'il n'y a pas suffisamment de place dans des services de soins palliatifs, est-ce que les patients qui demanderont une euthanasie ou un suicide assisté le feront peut-être parce qu'il n'y aura pas suffisamment de place en soins palliatifs, et que du coup ce sera leur solution parce que la prise en soin de leur fin de vie ne sera pas suffisante. Voilà, le questionnement est là. Ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Ça fait partie de l'avis du CCNE aussi, de dire qu'il faut absolument renforcer les soins palliatifs, en parler, renforcer nos moyens, les nombres de lits, les moyens humains pour pouvoir bien accompagner les patients. Il ne faut pas que le dialogue se résume à traiter les demandes d'euthanasie. Il faut justement qu'il y ait de la place
pour cette discussion anticipée sur la fin de vie, pour le dialogue avec les patients, se donner du temps. Donc ça reste voilà, très important d'axer sur le développement des soins palliatifs. Et aussi tenir compte du fait que ce changement de loi, il peut aussi bouleverser un petit peu la manière dont on travaille en soins palliatifs. On l'a un petit peu dit tout à l'heure sur voilà, l'implication des soignants de soins palliatifs. Voilà, on ne sait pas trop comment ça peut se passer si la loi change. Il faut quand même savoir que les soignants de soins palliatifs ont été interrogés sur cette question et qui sont majoritairement quand même réticents à un changement de la loi. Et voilà, comment ça peut s'organiser, les soins palliatifs, écouter ces demandes, les traiter, c'est quelque chose qu'il va falloir penser. Il y a une question. Le mot réticent, c'est un euphémisme. Ils ne sont pas réticents, ils sont opposés, les médecins, les soignants, non? Oui, ils sont opposés. 85% des soignants de soins palliatifs. J'avais lu ça, oui. Pour revenir un peu sur cette problématique, effectivement, il y a une question de temporalité. Et on le dit bien, accompagner ces personnes dans cette prise de décision, dans cet accompagnement, quelle temporalité on va avoir dans les centres hospitaliers, dans des systèmes qui sont déjà très contraints. Donc je me dis que l'hôpital irait bien. On aurait peut-être encore pourquoi pas des possibilités d'accompagner, mais dans l'état actuel où sont les équipes, avec le peu de moyens que nous avons, comment nous allons prendre le temps d'accompagner les personnes? Comment quelqu'un qui va arriver aux urgences, qui va dire qu'il n'en peut plus et qui sera légitime, parce qu'il y aura 50, 60 personnes aux urgences, on va se dire, eh bien, on va prendre le temps de discuter avec lui. Donc ça renvoie bien à nos moyens actuellement que nous avons pour accompagner. Et au-delà d'une loi, je renvoie toujours à la question, mais comment accompagner l'hôpital à mieux soigner, à pouvoir prendre en charge les patients, à être capable de dire aussi à un patient, mais les thérapeutiques, jusqu'où allons-nous aussi dans nos thérapeutiques? Jusqu'où allons-nous dans l'obstination déraisonnable? Jusqu'où on est capable de dire à quelqu'un, eh bien, on peut peut-être s'arrêter parce qu'au regard de ce qui se passe, voilà les risques, voilà ce qu'on... Enfin voilà, est-ce qu'on parle de soins palliatifs de manière précoce? C'est une grande question que j'ai, en tout cas je ne suis pas très sûre. Et est-ce qu'on ne parle pas que des soins palliatifs quand la fin de vie arrive? Donc ça montre bien que notre société, elle va peut-être évoluer, une loi va peut-être passer, mais de quels moyens on va disposer pour pouvoir appliquer cette loi quand on sait que la loi Claes-Leonetti de 2016... pour en faire des retours, on pourrait faire des études, c'est pas vraiment évalué, donc c'est encore quelque chose de difficile. Moi, je suis pas très sûre, quand j'entends les personnes en parler, que déjà on soit dans le respect de la loi. Donc on va rajouter peut-être une deuxième loi alors que la première n'est déjà pas respectée. Donc c'est plein de questionnements qui arrivent. Voilà, quels moyens aurons-nous pour pouvoir appliquer si la loi passe? C'est un grand questionnement que j'ai en tout cas. Est-ce que certains souhaiteraient réagir sur cette question des moyens, puis sur l'impact aussi sur le sens, les pratiques? Alors, ça ne va pas être sur les moyens et les pratiques. Moi, j'avais une réflexion complètement personnelle. Je suis médecin gériatre et effectivement, ça me questionne beaucoup cette loi parce que autant prendre en charge un patient en soins de support ou sur de la fin de vie, ça fait partie inhérente aussi de ma formation et ça, j'allais dire, je veux bien le faire. C'est pas que je veux bien le faire, mais je pense le faire à peu près correctement et ça me tient à cœur. Par contre, cette loi, si elle passait, effectivement, j'ai entendu la notion de clause de conscience, mais il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est de me dire, en termes de culpabilité, s'il y a cette demande, aujourd'hui, on se questionne sur cette demande, sur qu'est-ce qu'on a pu peut-être ne pas bien faire pour qu'il puisse y avoir cette demande-là et on va se questionner là-dessus. Si un jour il y a une légalisation, je dirais on ne pourra pas dire ce n'est pas légal, donc on va vous accompagner autrement. On sera dans cette démarche-là et du coup, il y a une forme pour moi de culpabilité de me dire est-ce que je suis passée à côté de quelque chose qui fait que cette demande est arrivée chez le patient. Et puis la deuxième chose, dans les termes d'accompagnement, surtout dans les services où j'ai travaillé, où les gens restaient très longtemps, en fait, on crée un lien avec ces patients-là, on les accompagne, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au décès. Quand le décès survient et qu'on est en vacances, c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'a pas accompagné le patient et la famille jusqu'au bout. On arrive, on n'a même plus de lien avec les familles. Et là, je me dis, si on fait intervenir la clause de conscience, on va aussi faire une rupture dans ce soin. Et voilà, moi, ça me fait peur en tant que médecin.
par rapport à ce que moi, mes convictions personnelles. Moi, j'ai même envie de rajouter que là, pour le coup, c'est mon éthique et mes valeurs personnelles où je suis très profondément attachée aux droits des patients. Et si je ne suis pas d'accord avec un de ces droits, comment je fais pour faire respecter le droit des patients? Merci. Moi, je voudrais juste rendre juste un tout petit témoignage, mais en tant qu'utilisateur de soins, je ne suis pas du tout soignant. Voilà. Mon épouse a été, il y a 9 ans, diagnostiquée en fin de vie. Et donc, en fait, après, je dirais 16 mois d'hôpital, j'ai mesuré combien le métier du soin, en la visitant en plus tous les jours, matin, midi, soir, nuit, etc., jours fériés et jours ouvrés, bien entendu, j'ai mesuré combien le métier du soin est un métier de relation. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur un métier de relation. Et je le mesure aussi toujours parce que en fait, mon épouse n'était pas en fin de vie. Et donc elle est aujourd'hui très handicapée, mais elle est très accompagnée. Je mesure aussi toute la nature de la relation qui se tisse avec les auxiliaires de vie et tous les soignants qui viennent autour d'elle. Et donc, moi, je ne vois pas bien comment, en fin de vie, on peut avoir un rapport équilibré entre soins palliatifs et euthanasie. Parce que ça, je l'ai éprouvé quand on est sur la ligne de crête entre la vie et la mort, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Même les notions d'obstination déraisonnable, de décès à court terme, à moyen terme. Alors, les cas sont bien entendu très différents, les souffrances insupportables, et je passe sur la question de la dignité, parce que moi, quand même, il y a un médecin qui a dit de mon épouse que son projet de vie, c'était de mourir. Je dis qu'on ne peut pas regarder des deux côtés. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de retenir les gens avec l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique, mais soit ils s'accrochent à quelque chose de vous, et je peux vous dire que quand on visite quelqu'un en soins palliatifs, oui, les regards des soignants, oui, vous les regardez. Et puis et des soignants, vous les regardez vraiment. Je vais regarder vraiment dans la profondeur des yeux. Donc, je dirais, oui, on regarde la vie ou la mort. Je ne pense pas qu'on peut regarder, on peut accompagner la vie jusqu'au bout ou pousser vers la mort, ce n'est pas la même chose. Je pense que ça, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup parlé d'ambivalence, et je pense que dans l'ambivalence, on est obligé de se positionner d'une certaine façon. Et je voudrais aussi attirer quand même une attention, c'est que je pense qu'on est sur un basculement, une question du basculement du soin qui est quand même très importante. Et on n'est pas sur des questions anecdotiques. C'est-à-dire que si on reprend un peu les statistiques, on va prendre un cas pour la Belgique. La Belgique, c'est 3000 euthanasies par an. Si on ramène ça à la population française, de calcul rapide, ça fait à peu près 20 000 euthanasies par an, c'est-à-dire en gros 200 euthanasies par département par an. On n'est pas sur les 3-4 cas que vous évoquiez sur les demandes aujourd'hui réfractaires. On est sur une toute autre échelle. Donc voilà, il me semble important d'attirer cette attention sur le fait que ce n'est pas du tout pareil. Et je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas à un contrôle strict de quoi que ce soit, dans la mesure où, à partir du moment où on a dépénalisé quelque chose, on a dépénalisé un interdit, eh bien, il est dépénalisé. Il est dépénalisé. Voilà. C'est mon avis. Mais... Oui, enfin, moi je suis assez d'accord qu'on ne peut pas regarder des deux côtés, comme vous dites. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que le fait de mettre de côté cette idée de l'aide active à mourir en fait, d'entrée de jeu, parce que ça n'est pas autorisé, ça nous permet de construire quelque chose. On n'a pas ça en arrière-pensée en permanence, et du coup, c'est comme ça qu'on peut être dans d'autres propositions. On retrouve aussi la temporalité qu'on évoquait tout à l'heure. Ça prend du temps, voilà, beaucoup de dialogue, de relations, et c'est comme ça qu'on peut réussir à développer toujours des petits projets, même en fin de vie, et à ce qu'on arrive à ce que les patients ne soient plus dans cette demande que la mort arrive, quoi. Donc, oui.
Après, moi, j'ai peut-être pas autant de connaissances là-dessus, mais je me dis que vous avez raison. Et sur ces accompagnements que vous faites, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, en fait, cet accompagnement-là. Comme on disait tout à l'heure, le travail en soins palliatifs est extraordinaire. Nous-mêmes, à l'hôpital, on est extrêmement accompagnés sur l'OPSM Mazurel. Et c'est vrai qu'on en remercie les équipes. Enfin, c'est vraiment, vous êtes toujours présents quand on a besoin. Vous parliez tout à l'heure de confusion. Nous, on se retrouve souvent avec des patients où justement leur confusion fait que même sur la fin de vie, c'est très difficile d'identifier où ils en sont rendus, ne serait-ce que dans la souffrance en fait. Donc voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que, et comme disait Madame très justement tout à l'heure, je crois, on en est où au niveau des soignants? C'est-à-dire que il y a aussi des gens à domicile, il y a aussi des gens à la porte à côté, il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à tout ça, à toute ce temps qu'on y met, ce temps de confidence, ce temps d'échange, ce temps d'observation, de connaissance, de comprendre la personne. Malheureusement, j'ai peur de dire que c'est pas pour tout le monde. Et même si vous aviez raison, monsieur, je comprends que si on mettait ça à notre échelle par rapport aux assistances qu'il y a en Suisse, ça ferait un rapport de force qui est quand même énorme en France. Mais peut-être parce qu'on ne voit pas dans les statistiques, il y a peut-être des personnes qui n'y rentrent pas ou qui n'ont pas cet accompagnement. C'est aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent que c'est interdit, donc qui ne vont pas aller faire la demande aussi. Et ces demandes-là vont se libérer suite à la légalisation. Et qu'à ce titre-là, on créerait un besoin presque. C'est ce que disait un autre philosophe par rapport à ça. Et je crois qu'il y avait une question, une demande. J'ai plusieurs idées dans la tête. En fait, je ne sais pas trop dans quel sens les mettre. Je ne suis pas du tout à l'aise, là. En fait, j'ai surtout envie de sensibiliser les soignants aujourd'hui. Je pense que chacun à sa hauteur, on est tous capables de faire du soin palliatif. En fait, récemment, j'ai eu un échange avec des soignants à la retraite ou des gens qui ont des difficultés à faire leur deuil. Et en fait, ils idéalisent les soins palliatifs sans connaître ce que c'est. Donc, ils croient, je ne sais pas trop comment le commenter exactement, mais ils idéalisent quelque chose comme si c'était quelque chose de particulier. Vraiment que, et en fait, aujourd'hui, on peut tous, à notre hauteur, faire du soin palliatif. Faut le vouloir déjà. La première clé, c'est ça, on l'a tous appris. Il faut savoir s'asseoir à côté du patient. Et puis, il faut vraiment écouter pourquoi il veut mourir. Pourquoi il veut mourir. Donc ça, on l'a dit plusieurs fois. On a des patients qui arrivent, qui le premier jour sont complètement fermés. Moi, je suis venue ici pour l'euthanasie. On ne veut pas me donner l'euthanasie. Laissez-moi tranquille. Et puis le deuxième jour, finalement, ils vont s'ouvrir en fait sans dire qu'ils ne veulent plus l'euthanasie. Parce qu'ils ne changent pas d'avis du jour au lendemain, mais ils ouvrent un questionnement. Et la plupart du temps, ces demandes, elles disparaissent vraiment. Elles disparaissent vraiment parce qu'il y a une écoute active qui est vraiment présente, sans appliquer de méthode ou de technique particulière de soins palliatifs. Donc aujourd'hui, alors je rebondis sur ce que Sophie disait, la temporalité, effectivement... si quelqu'un aux urgences devant plein de personnes dit je veux mourir, c'est facile, vous devez vous dire c'est facile de s'asseoir à côté de lui et puis de l'écouter. Non, c'est juste qu'on ne va pas le prendre en charge au milieu de la foule. On va étiqueter ce patient, il a telle demande, et donc du coup on va répondre à cette demande, mais d'une autre manière, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous sensibiliser. Parlez-en autour de vous. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Qu'est-ce qu'ils font ces soignants en soins palliatifs? Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Parce qu'en fait, tout le monde en fait, sans s'en rendre compte. Et ça, on en est persuadés, nous. On en est persuadés. Et puis, quelle énergie ils donnent derrière leurs soins. Aujourd'hui, oui, il manque de soignants. Il manque de soignants en soins palliatifs.
Mais pourquoi il manque de soignants en soins palliatifs ? Parce que les soignants, ils ne sont pas assez sensibilisés, clairement. Voilà. Je voulais apporter le témoignage d'une vieille infirmière à la retraite depuis plusieurs années, mais toujours investie auprès d'établissements. J'ai travaillé 12 ans en cancéro-pulmonaire dans un service où on accueillait des patients à la découverte de leur tumeur, de leur maladie, et on les accueillait de la découverte jusqu'à leur fin de vie. J'ai vécu toutes les périodes, toutes les phases de la maladie avec ces patients. Et je rejoins cette jeune personne, cette jeune soignante qui dit que tout soignant peut faire du soin palliatif. J'ai travaillé 21 ans dans un service de l'assistance publique et j'ai travaillé aussi 21 ans dans des secteurs privés non lucratifs où j'ai fait beaucoup de chirurgie, mais là aussi où on fait du soin palliatif. C'est notre rôle de soignant, d'accompagner les gens dans toutes leurs phases de vie jusqu'à la mort. Et la mort ne fait pas beaucoup partie de notre vie. Interrogeons-nous sur tout ce qui nous est dit tous les jours autour de nous. On ne fait qu'encourager la vie. Il faut être jeune, beau, en pleine santé. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et nous, en tant que soignants, que ce soit dans un service de chirurgie ou dans un service de cancérologie, dans un service de soins palliatifs, accompagnons nos patients. On n'a pas besoin d'être spécialiste en soins palliatifs. Nous sommes des soignantes. Le simple fait de reconnaître notre patient comme une personne, de s'adresser à lui comme une personne, même quand on n'a pas beaucoup le temps. Bonjour madame, j'ai entendu votre question, je ne peux pas y répondre maintenant, je reviendrai tout à l'heure. C'est possible. Restons à l'écoute. Non, il n'y a pas besoin d'être spécialiste en soins palliatifs. Alors, des services spécialisés, en plus, il n'y en a pas suffisamment pour accueillir tous les patients en soins palliatifs. Ils n'ont pas vocation à ça. C'est vraiment des espaces un peu à part, dédiés à ça, où on a effectivement plus de professionnels formés et qui permettent de pouvoir prendre en charge les patients sur un temps donné quand ils vivent une situation de crise particulière. Mais j'entends tout à fait ce que vous dites, d'accompagner les patients jusqu'au bout et que on voit bien que les patients ils sont en confiance auprès des équipes de soins, auprès de leurs médecins qui les suivent régulièrement, et quand ils retournent dans le service qu'ils connaissent bien parce qu'ils ont déjà beaucoup partagé avec les soignants de cette équipe, ils sont en confiance. Et c'est ça qui participe effectivement au fait qu'il n'y ait pas cette crainte et qu'il y ait cette certitude qu'on ne sera pas abandonné, que les soignants qui nous prennent en charge seront toujours là et qu'on sera écoutés, soignés jusqu'au bout. Et donc, moi, je suis aussi soignante en soins palliatifs. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est être la main qui soigne, mais être la main qui donne la mort. Dans nos valeurs, ça vient un peu... ça se confronte à nos valeurs soignantes et faire du soin palliatif et réfléchir aussi à la mise en place de cette aide active à mourir est nécessaire. On en parle déjà depuis plusieurs mois. Mais il faut avoir en tête que derrière cette aide active à mourir, il y a aussi des soignants et il y a aussi des personnes. Et que le droit au retrait, peut-être on y aura le droit de ne pas faire, peut-être au départ, mais on voit bien comment, il manque, comme disait Sophie aussi tout à l'heure, il manque de soignants partout. Et quand le patient aura ce droit-là, dans quelle mesure on peut lui refuser lui refuser. C'est pas lui refuser, mais justement de l'orienter vers la personne
qui, elle, sera capable de le faire. Vous êtes inquiète sur l'impact d'une évolution de la loi sur les vocations ou le fait que certains soignants continuent d'exercer? Oui. Et voilà, on est des personnes avant d'être des soignants. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas parce qu'on a une blouse que ça nous protège de tout. Et voilà, ça vient confronter nos valeurs personnelles et soignantes. Et voilà, dans quelle mesure on va être écouté. Moi, ce qui m'inquiétait, je suis aussi infirmière en soins palliatifs. Ce qui m'inquiète, c'est que la peur de devenir un service qui donne la mort, en fait. Il va y avoir, s'il y a des choses qui sont mises en place, il va y avoir des demandes. On est un petit service. On a déjà du mal à répondre à toute la demande des personnes qui sont en demande de soins palliatifs. Donc quand on va avoir aussi les demandes d'aide active à mourir, j'ai peur que ça prenne le dessus sur la prise en charge des patients qui sont en demande de soins palliatifs. Alors plusieurs mains qui se lèvent derrière. Et puis, dans toutes vos remarques, ça soulève une question qui a été beaucoup posée pendant les différents débats. C'est est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on doit penser ou pas le fait que cet acte-là puisse être intégré à du soin? Est-ce que ça peut être un acte de soin ou est-ce qu'il faut bien différencier? Est-ce que conceptuellement, on doit vraiment différencier ces deux types d'actes? Ça a été souvent énoncé et échangé dans les débats. Alors, je vous en prie. Pour rejoindre un peu cette réflexion, en fait, si la loi passe, je me demande s'il y aura un lieu dédié ou si on en retrouvera partout, si ça se fera partout, parce qu'en effet, il me paraît compliqué de mélanger et l'aide active à mourir et l'accompagnement en fin de vie et en soins palliatifs. Voilà, moi c'était plus ça ma réflexion, c'est est-ce qu'on mélange tout ou est-ce qu'on sépare un petit peu les gens qui souhaitent ou pas, avec forcément des soignants prêts à le faire, des soignants, des médecins prêts à le faire, et voilà, et des équipes dédiées en fait, clairement comme il se fait actuellement en soins palliatifs. Ça c'était plus ma réflexion sur ce sujet. Est-ce que ce serait une spécialité ? Bonjour. Alors, moi, je pense aux familles en fait, qui sont confrontées à des parents ou des enfants qui ont des maladies neuroévolutives. En fait, c'est déjà assez compliqué pour elles au quotidien, je pense, d'accompagner cette personne-là. Si la personne aimée le souhait de finir ses jours en étant euthanasiée ou en ayant un suicide assisté, pourquoi ne pas l'aider dans sa démarche-là en France et l'obliger à ce moment-là, pour répondre à sa demande, d'aller en Suisse ou d'aller en Belgique. Je trouve que c'est rajouter un souci supplémentaire. Et moi, je suis soignante depuis plus de 30 ans dans un hôpital. Les accompagnements de fin de vie, on en a fait. Je trouve que c'est accompagner la personne, c'est notre rôle de soignant, d'accompagner et de répondre à sa demande. On ne donne pas la mort. Je ne vois pas la chose comme ça. On ne donne pas la mort, on répond à une demande en étant conscient, éclairé. Pour moi, c'est une aide, c'est pas négatif. Il y aurait une inégalité entre ceux qui peuvent aller à l'étranger et ceux qui ne le peuvent pas? Oui, moi je trouve que c'est en fait un frein et c'est un obstacle supplémentaire alors qu'il y a déjà assez de difficultés au quotidien. Alors moi, je reviens un peu comme pour ma collègue parce que j'ai pas trop la connaissance. Donc justement, en Suisse, en Belgique, je voulais savoir si ça se fait justement dans des structures spécialisées ou c'est dans des hôpitaux publics. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était dans des structures dédiées avec 2 associations principales. Et depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est accessible aussi dans tout centre de soins, en particulier dans les hôpitaux. Mais même pour les Suisses, hein. Ça a un coût, c'est très cher. Hein. Plus. 25 000 €. C'est très, très, très cher. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis ancienne soignante, y compris en soins palliatifs. Moi, je voudrais attirer l'attention sur les gens qui meurent hors soins palliatifs, parce qu'ils sont très nombreux. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un cas qui m'est très cher, d'une amie qui a une CEP, qui est sur une évolution très, très avancée.
qui est récusé par l'hôpital de La Roche, l'hôpital de Cholet. On ne veut plus l'hospitaliser. L'HAD, pour eux, c'est soins palliatifs à domicile, et les soins palliatifs, c'est l'HAD. Alors, qu'est-ce que la famille fait dans ces cas-là? Parce que les soins palliatifs, c'est une mort idéalisée pour moi. Puisqu'on meurt, il n'y a pas qu'en soins palliatifs qu'on meurt. Et cette femme, elle va mourir. Peut-être qu'elle va s'étouffer. Alors, on a fourni au mari un aspirateur de mucosité, sachant que quand il n'y a pas de prise murale, ça ne fonctionne pas. Parce que je travaillais dans un EHPAD où on utilisait ce matériel et ça ne fonctionne pas. Donc, voilà ce qu'on lui a fourni comme aide. Et j'ai envie de dire, c'est quand même pas... On est en 2023, on peut faire autrement. Alors pourquoi l'HAD à domicile, le soin palliatif à domicile refuse de se déplacer? Alors là, je ne connais pas spécifiquement la situation de votre ami, mais en tous les cas, tout patient qui nécessite des soins doit pouvoir accéder à un centre hospitalier. Donc en principe, il ne peut pas être refusé d'un centre hospitalier, c'est interdit. Je ne connais pas la situation. La dernière fois qu'elle y est allée, les médecins lui ont dit, dit à son mari, ça sera la dernière fois qu'elle viendra. Et La Roche refuse de la prendre aussi. C'est interdit de dire ça. Ah oui, c'est néanmoins ce qu'on a dit à la famille. En tous les cas, c'est sûr que les soins palliatifs sont un peu idéalisés. Après, il y a en effet des équipes ressources en soins palliatifs, mais on ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins. C'est sûr. Et voilà, l'objectif, c'est de pouvoir répondre avec nos quelques moyens à la proportion importante de patients en fin de vie. Je vais prendre pour les situations de fin de vie. Après, en effet, il ne faut pas non plus oublier que l'objectif des centres hospitaliers, c'est de pouvoir procurer des soins et ce n'est pas forcément de prendre en charge la perte d'autonomie. Et c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que le parcours patient est extrêmement compliqué et difficile actuellement parce qu'il n'y a pas assez de place pour prendre en charge ces patients qui sont en perte d'autonomie mais qui ne nécessitent pas forcément de soins techniques spécifiques ou de médicaments. Il n'y a pas que la fin de vie et la souffrance physique et psychique à prendre, il y a aussi toute la perte d'autonomie. Mais c'est encore un autre grand volet du système de santé. Bonjour, donc je voudrais rebondir aussi sur ce qu'une de mes collègues a dit. Je suis infirmière en soins palliatifs. Je voulais aussi dire que la fin de vie et en même temps l'euthanasie, pour moi, ce n'est pas un soin en soi. Parce qu'on est là pour accompagner la vie, surtout. L'accompagnement, comme disait une collègue derrière, ça fait partie du soin, pas pour moi. Après, je m'interroge dans le sens où je me dis, ça va faire partie aussi, dans ce cas, du cursus des étudiants infirmiers, de comment on pratique l'euthanasie. Et après, le risque aussi, c'est de savoir, voilà, dans d'autres services que les soins palliatifs, les infirmières et médecins, comment vont-ils accompagner ces mesures qui vont être mises en place? Et donc, je rejoins aussi ma collègue, dire que certainement, il y a des soignants qui risqueraient de quitter le métier suite à tout ça. Je vais donner juste la parole, le mot de la fin à Miguel Jean, mais juste avant ça, je me permets de remercier nos intervenantes et puis vous remercier, vous, tous et toutes, pour les échanges. Donc, merci à tout le monde. Oui, je vais être très bref. Je vais aussi remercier les intervenantes pour la qualité de leur éclairage sur une question qui est très complexe, on l'a vu, et qui donne peut-être l'occasion, de façon très démocratique, et dans cette période troublée parlementaire, ces temps-là, je trouve, sont très précieux. Et donc, merci à tous et à toutes d'avoir joué le jeu de la démocratie, en espérant que ça puisse contribuer à cette évolution législative dont on perçoit bien qu'elle n'est pas si simple qu'elle y paraît. Donc merci à tous, merci à toutes, et puis bon retour chez vous.